Bien, bonsoir. Donc, la semaine dernière, nous avions cheminé en bonne compagnie de la relativité restreinte. Donc, je vous rappelle en quelques mots, même si cela n'a pas plu à tout le monde, on a quand même fait l'effort de la démonstration. Donc, je reprends en quelques instants l'idée. Parce que ce que je trouve très beau dans cette démonstration, très singulier, très élégant, c'est quand même sa simplicité. Vous êtes encore jeune dans vos études, mais vous verrez, pour ceux d'entre vous qui sont physiciens, que la physique des particules élémentaires, que la physique nucléaire, que la thermodynamique, que la mécanique des fluides, etc., convoquent des équations très complexes qui demandent des temps de construction et d'élaboration extrêmement élevés. Et là, ce qui est génial, c'est qu'en quelques minutes, finalement, nous avons extrait la quintessence de la relativité. Donc rappelez-vous, on a considéré deux événements, l'émission et l'absorption d'un photon. On a écrit l'intervalle et on a montré que l'intervalle était invariant, c'était le même, dans tous les référentiels galiléens. Il était invariant par changement de référentiel inertiel. Et de façon notable, en simplement quelques lignes de calcul, vous avez vu que ce cœur de la relativité restreinte, c'est-à-dire l'invariance de l'intervalle, conduit nécessairement à une conséquence faramineuse, à savoir les phénomènes de dilatation du temps et de contraction des longueurs. Ça me semble très important, parce que je crois que ce qui fait de vous des scientifiques, n'est-ce pas, avant votre savoir, c'est l'archéologie de votre savoir, c'est-à-dire que vous avez conscience de l'origine de ce que vous savez. Parce que si je vous dis comme ça, on peut voyager dans le futur. Ce que je vous ai dit la semaine dernière. Je vous ai montré que les voyages dans le temps, au moins dans un sens du temps, étaient possibles. Ça n'a aucune valeur si vous ne savez pas d'où ça vient. Maintenant que vous savez d'où ça vient, vous pouvez répondre à cette question fondamentale que vous poserez à un ami. Mais est-ce que c'est certain ? Non, bien sûr, c'est pas certain, puisque c'est de la science. En science, rien n'est certain. Mais oui, c'est parfaitement bien corroboré par des millions d'expériences, et surtout, c'est extrêmement fiable d'un point de vue théorique. C'est-à-dire, si vous voulez que la relativité restreinte soit fausse, il vous faut violer une hypothèse très fondamentale, puisqu'il n'y a que des hypothèses fondamentales en relativité restreinte. Je voudrais vous faire remarquer qu'on a essentiellement utilisé une seule chose dans la démonstration, une seule. C'est le fait que des lois sont des lois. Vous vous rappelez, on a écrit que les lois ne dépendaient ni du temps ni du lieu. Mais ça, c'est quoi ? C'est la définition d'une loi. C'est ça qui est extraordinaire. Les conséquences bouleversantes, révolutionnaires au sens propre de la relativité restreinte, ne reposent essentiellement que sur un seul pilier, c'est-à-dire les symétries de l'espace-temps. Et c'est en ça que c'est une théorie extraordinairement fiable. Voyez ? Elle ne requiert pas des Lagrangiens compliqués, des hypothèses ad hoc, des formules mathématiques de 4 tableaux de long avec des termes non linéaires, etc. Non, rien de tout ça. On a juste dit les lois sont des lois. Et à partir de là, on a vu que le temps se dilatait, que l'espace se contractait. D'accord ? Donc le cœur dur de cette théorie, n'est-ce pas, c'est d'avoir compris que l'espace et le temps ne sont plus des grandeurs absolues. D'abord que l'espace et le temps sont indéfectiblement liés l'un à l'autre. D'accord ? Quand je me mets en mouvement, en quelque sorte, je troque de l'espace pour du temps. Mon espace se contracte vu par vous, mais mon temps se dilate mesuré par vous. Parce que l'espace et le temps ne sont que deux apparences d'une même et unique entité fondamentale sous-jacente qui est l'espace-temps. Si vous voulez, on peut le représenter de façon à la fois un peu mathématique et un peu imagée. Si je porte l'espace en abscisse et le temps en ordonnée, et que je décris un certain état par un vecteur, comme ça, quand je me mets en mouvement, je fais une rotation dans cet espace. Une rotation, ça veut dire quoi ? Ici, j'avais beaucoup d'espace et peu de temps. Ici, j'ai peu d'espace et beaucoup de temps. Vous voyez, une rotation dans l'espace-temps, c'est une capacité à troquer de l'espace pour du temps. Oui ? Donc au début, on peut dire que le temps et l'espace sont en même temps ? Oui, la question porte sur l'apparition du temps et de l'espace lors du Big Bang. Je vais te faire la réponse la plus fiable que je peux faire. On n'en sait rien. C'est important parce que je pourrais te dire ce que je crois.
Mais je pense que c'est très fondamental dans notre interaction de hiérarchiser le discours. C'est-à-dire que ce que je vous raconte cette semaine et la semaine dernière sur la relativité restreinte, ce sont des choses extrêmement fiables, d'accord ? Parfaitement bien testées, parfaitement bien comprises. Je pourrais te donner mon avis sur l'émergence de l'espace et du temps. Dans les modèles de cosmologie quantique sur lesquels je travaille, il y a des réponses à ça. Mais ce sont des réponses, au contraire, extrêmement spéculatives. Je ne voudrais pas tout mélanger, d'accord ? C'est-à-dire qu'on en viendra à la science spéculative, mais je pense que c'est très important, à l'issue de ce cours, que vous ayez une vision quand même bien ordonnée de ce qui est très bien corroboré par l'observation et qui a des piliers théoriques parfaitement bien identifiés, de ce qui est la science en train de se faire, qui est par définition très spéculative et très hasardeuse. Donc, la réponse du point de vue des choses bien connues à ta question est « on n'en sait rien ». Du point de vue de la relativité générale, oui, bien sûr, l'espace et le temps apparaissent en même temps. Du point de vue de la mécanique quantique ou de la gravitation quantique, c'est trop compliqué pour qu'on ait une réponse claire à cette question à ce jour. D'accord ? Bien. J'ai encore deux choses à vous dire sur la relativité restreinte avant qu'on passe aux choses sérieuses. La première chose que je voudrais mentionner, c'est celle-ci. E égale mc carré. E égale mc carré, c'est un peu l'archétype d'une frustration. Parce que c'est la seule formule de physique que tout le monde connaît. N'importe qui, là, dans la rue, devant le campus, sait E égale mc2. Tout le monde sait E égale mc2. Mais personne ne sait ce que ça veut dire. Alors vous pourriez me dire, oui, enfin certains savent que ça, c'est l'énergie, ça, c'est la masse, et ça, c'est la vitesse de la lumière au carré. Ils sont peu nombreux à le savoir. Mais quand bien même ils le sauraient, bon, et alors ? Ouais, l'énergie égale le produit de la masse par le carré de la vitesse de la lumière, et alors ? Bah oui, comprendre, ce n'est pas simplement mettre des mots sur les termes de la formule. D'accord ? Comprendre, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est donner un sens conceptuel et se rendre compte qu'en effet, cette assertion est révolutionnaire. Alors d'où vient-elle d'abord ? Quel est le lien ? Ouais, je ne veux pas que tu m'interrompes toutes les 30 secondes, je préfère à la fin, je laisse exprès une demi-heure de questions. Non, mais c'était justement pour répondre. D'accord. Oui, mais là, je fais la question et la réponse. Tes réponses, vos interactions, je préfère que ça vienne à la fin, parce que comme ça, on a un matériau commun, d'accord, sur lequel on peut discuter. D'où ça vient ? C'est important parce que c'est un tout petit peu moins évident que les conséquences que nous avons suggérées la semaine dernière. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire un peu de dynamique pour trouver ça. Alors, je ne vais pas le démontrer aujourd'hui parce que ça se démontre très simplement avec un peu de physique lagrangienne, mais la plupart d'entre vous, la quasi-totalité d'entre vous, n'ont jamais fait de mécanique hamiltonienne et lagrangienne. Donc, vous verrez, avec les outils analytiques que vous développerez en deuxième et troisième année de licence, il est très simple, à partir des bases de la relativité restreinte, de montrer cette formule. Je ne le fais pas et je vous demande sur ce point de me croire sur parole. Mais c'est des mathématiques relativement aisées, hein. Il n'y a rien de fondamentalement novateur, ça découle presque immédiatement, presque, parce qu'il faut quand même faire quelques petites hypothèses sur la structure des quadrivecteurs, mais ça découle presque inexorablement des bases cinématiques que nous avons étudiées la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire en termes fondamentaux ? Ça veut dire quelque chose de très très bizarre. Pourquoi ? Parce que les deux grandeurs qui sont de part et d'autre du signe égal ne sont pas de nature différente. Je m'explique. Enfin, plutôt, sont de nature différente, ne sont pas de même nature. À gauche, nous avons l'énergie. Mais l'énergie, ce n'est qu'une propriété. Vous voyez, c'est un peu comme la couleur de ma chemise. Si je change de chemise, je suis toujours moi-même. Là, je suis à l'arrêt. J'ai une énergie cinétique, une énergie de mouvement, qui est nulle par rapport à vous. Je me mets en mouvement. Ça y est, maintenant, j'ai de l'énergie cinétique. D'accord ? J'ai de l'énergie cinétique, je marche. En quoi est-ce que j'ai changé ? En presque rien. L'énergie est susceptible de varier. L'énergie est contingente. Elle pourrait être différente sans que ça change la nature fondamentale des corps que ça décrit. Au contraire, la masse qui est à droite, elle, n'est pas une propriété secondaire. Elle est fondamentalement liée à l'être de la particule décrite. Un proton, il a la même masse partout et toujours, sur la Terre et dans l'espace. Un électron a la même masse partout et toujours, sur Terre ou au fin fond de la galaxie.
La masse, si vous voulez, c'est vraiment une caractéristique fondamentale de l'être de la particule, de l'ontologie, diraient les philosophes, c'est-à-dire de l'être en tant qu'être de la particule. Elle est invariable, elle est structurellement liée à l'objet décrit. Donc pour le dire en termes un peu métaphoriques, ici j'ai un avoir, ici j'ai un être. Ici j'ai un acquis, ici j'ai un inné. Ici j'ai un accidentel, ici j'ai un essentiel. Et la vitesse de la lumière, peu importe. C'est une constante dimensionnelle, finalement, elle ne joue aucun rôle fondamental. Ce qui compte, c'est E égale M. Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? Encore plus clair. S'il y a une égalité, ça veut dire que je suis bien évidemment en capacité de changer l'une en l'autre, de transformer l'une en l'autre. On pourrait presque dire de transmuer ou de transmuter l'une en l'autre en empruntant un vocabulaire un peu alchimique, quoiqu'il s'agisse ici de physique parfaitement rigoureuse et respectable. Je vous donne d'abord un exemple métaphorique pour que vous voyez à quel point c'est bizarre. Changer de l'énergie en masse, c'est-à-dire changer une propriété en existence, ça serait un peu comme dire qu'on va regarder la tour Eiffel et qu'on va transformer la hauteur de la tour Eiffel en existence réelle, matérielle, palpable d'une nouvelle tour Eiffel, mais sans détruire la première. Évidemment, si je dis que je prends le matériau de la première, je le coupe en deux, je réutilise la moitié du fer pour faire une petite tour Eiffel, c'est évident ça. Il n'y a rien de révolutionnaire, on n'a pas besoin d'Einstein pour ça, on le sait. Non, je dis je prends la tour Eiffel et elle a une certaine couleur. D'accord? Elle est marron. Et je vais utiliser sa couleur ou sa hauteur, une propriété comme ça, secondaire, acquise, contingente. Je vais donc utiliser cette propriété pour créer une nouvelle tour Eiffel, mais la créer au sens matériel, pas un dessin, mais sans détruire la première. Là, vous voyez que c'est étrange. Alors cet exemple est métaphorique. Maintenant, j'en viens à la définition ou à l'acception littérale de la formule. Littéralement, qu'est-ce qui se passe? Dans un accélérateur de particules, qu'est-ce qu'on fait? On change de la vitesse en existence. On a des corpuscules qui se déplacent très vite, qui entrent en collision les uns avec les autres, éventuellement sans être détruits. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'état final? Éventuellement les mêmes corpuscules que dans l'état initial, plus plein d'autres. Vous avez par exemple créé 200 particules élémentaires. D'où viennent-elles les 200 particules élémentaires? Elles ne sont pas créées ex nihilo. D'où viennent-elles? Elles viennent du mouvement des corpuscules incidents. Si vous voulez le dire en termes techniques, elles viennent de l'énergie cinétique. Mais l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est une propriété, c'est un mouvement, c'est un déplacement. Un accélérateur de particules comme le LHC est une machine, grâce à E égale mc2, à transformer du mouvement en existence. On transforme le déplacement des corps incidents en création matérielle, j'insiste, matérielle, tangible, éventuellement durable. C'est pas quelque chose de virtuel comme ça, d'évanescent, je ne sais quoi. Non, non. Les particules finales peuvent avoir une durée de vie infinie. Donc je crée de la matière à partir du mouvement. Et on pourrait dire que Lavoisier avait tort. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est vrai en termes énergétiques, mais c'est faux en termes de corpuscules. Ce que nous montre cette formule. Et c'est en cela d'ailleurs que Einstein est un peu le Lamarck du côté des sciences dures. Vous savez, Lamarck, c'est celui qui, avant Darwin, a pensé le transformisme dans le monde du vivant. Et oui, c'est ça qu'on fait. On transforme du mouvement en particules. Donc, les briques fondamentales du réel, les particules élémentaires, ne sont plus en nombre fixé. Il devient loisible de les créer, ou bien sûr, dans le processus inverse, de les détruire. Donc, voilà pourquoi je parlais de frustration. Parce que c'est vrai que cette formule est révolutionnaire. C'est vrai qu'elle est emblématique de la science du XXe siècle. Mais encore faudrait-il savoir ce qu'elle veut dire. D'accord ? Bien. Et le dernier point dont je voudrais vous parler à propos de relativité restreinte, donc vous voyez quand même le spectre exceptionnellement large des conséquences de la relativité restreinte. J'insiste une dernière fois, pardonnez-moi, mais sur la beauté de la chose, parce que tout découle de presque rien. C'est ça qui est magnifique. Donc, dernière conséquence, l'existence d'antimatière. L'antimatière n'est pas une grandeur spéculative, d'accord ? Elle a été comprise, pour les raisons que je vais vous expliquer maintenant,
à peu près en 1935 par Paul Dirac et a été expérimentalement mesuré par Andersen à peu près 1 an suivant la découverte théorique. Donc ça fait maintenant plus de 80 ans qu'on a des indications absolument non douteuses de l'existence d'antimatière. Donc rien ici de très obscur, nous sommes en terrain connu, compris et contrôlé. De quoi s'agit-il? Alors, il faut revenir un petit peu en amont. E égale mc carré, c'est une formule approximative, ou plus exactement, c'est une formule qui n'est valable que pour les particules au repos. La vraie formule qu'on trouve quand on fait le calcul dynamique en relativité restreinte, c'est E carré égale P2C2 plus M2C4. Je m'explique. P, c'est ce qu'on nomme l'impulsion, ou la quantité de mouvement. Peut-être l'avez-vous déjà rencontré, à la limite non relativiste, c'est le produit de la masse pour la vitesse. C'est en quelque sorte quelque chose qui témoigne de l'inertie, de la capacité d'un corpuscule à continuer de faire ce qu'il est en train de faire. Et vous voyez que quand il n'y a pas de vitesse, et que donc la quantité de mouvement est nulle, ce terme s'annule, je retrouve E carré égale M2C4, et donc E égale MC2. Donc vous voyez que la formule précédente est égale à la limite de cette formule, dans le cas où la vitesse est faible. Bien. Pourquoi j'écris cette seconde formule? Parce que vous voyez ici que ce qui intervient, fondamentalement, c'est le carré de l'énergie. Si vous êtes, comme moi, comme nous tous ici, je pense, un physicien ou un scientifique standard, on va en déduire que E égale racine de P2C2 plus M2C4. C'était sans compter sur le génie subversif de Paul Dirac. Dirac, c'est un esprit très mathématique. Je vous donne un exemple un peu humoristique, mais réel, pour que vous sondiez le personnage de Paul Dirac. Donc Paul Dirac invente une équation qui permet de concilier la mécanique quantique avec la relativité restreinte, et qui porte son nom, effervescence dans la communauté scientifique, première moitié du XXe siècle. Paul Dirac est invité à une des plus grandes conférences de physique théorique de son temps pour présenter ses travaux. Il se contente d'écrire quelques lignes au tableau, évidemment personne ne comprend rien, parce que ce sont des choses très compliquées. Et un jeune homme se décide à lever la main dans la salle et à dire « Monsieur Dirac, je ne comprends pas comment vous passez de la 2e à la 3e ligne. » Et silence de mort. Dirac ne bouge pas. Un peu intimidé, au bout d'1 minute ou 2, le conveneur de la session dit « Mais monsieur Dirac, vous ne souhaitez pas répondre à la question ?» Et Dirac répond « Quelle question ?» Parce que le jeune homme avait dit « Je ne comprends pas comment on passe ». Il n'avait pas dit « Veuillez m'expliquer comment on passe ». Donc pour Dirac, c'était une information. Bon, il ne comprend pas, chouette. Donc ça vous dit quelque chose du tempérament intellectuel de Dirac, de ce mélange, on va dire, d'autisme léger et de rigorisme mathématique extrême. Donc, Dirac, en bon mathématicien, répond « Il y a 2 solutions, racine ou moins racine. Mais pour vous et moi, pour des êtres humains normalement constitués, ça n'a aucun sens cette racine négative. Pourquoi? Parce que l'énergie ici en question, il n'y a pas d'énergie potentielle, c'est quoi? C'est l'énergie due à la vitesse et l'énergie due à la masse. Mais enfin, bon sang, ni vous ni moi n'avons jamais vu de masse négative, pire, de masse imaginaire, ou de vitesse imaginaire. Donc comment voulez-vous que quelque chose qui fait apparaître que le carré de la masse, enfin, ou la masse fois la vitesse de la lumière au carré, ou le carré de la vitesse, puisse être négatif? Ça n'a aucun sens. L'énergie telle qu'elle est ici définie n'a de sens physique que positivement. Et pourtant, Dirac prend au sérieux cette solution négative sans considérer qu'il s'agit d'un simple artefact mathématique. Mais c'est très étrange, parce que si ces états d'énergie négative existent, alors le monde serait instable. Vous savez, spontanément, l'énergie se minimise. Là, j'ai une certaine énergie potentielle, je la lâche, l'énergie potentielle a diminué. Oui, j'en ai cassé une de plus. C'est pas la dernière. Donc, l'énergie diminue. D'accord? Les systèmes se stabilisent en minimisant leur énergie. Si ces états d'énergie négative existent, le monde devrait être instable. Nous devrions nous casser la figure sur ces états d'énergie négative. Que comprend Dirac? Dirac comprend que l'image est vraisemblablement la suivante. En physique quantique, dont je vais très peu vous parler,
les énergies sont quantifiées. Vous ne pouvez pas avoir n'importe quelle énergie, mais seulement un certain nombre de valeurs particulières de l'énergie, dans le domaine positif et dans le domaine négatif. Et une autre conséquence de la physique quantique, c'est que vous ne pouvez pas mettre au même endroit deux particules de type électronique dans le même état quantique. C'est-à-dire qu'il est impossible d'avoir deux électrons qui sont ici, en même temps, dans le même état. En quoi cela joue-t-il dans notre argument? Dirac va considérer que tous ces états d'énergie négative existent, mais sont remplis. Il y a des particules ici. On appelle ça la mer de Dirac. Il y a des particules ainsi jusqu'à l'infini. Et par conséquent, si nous avons ici, nous, un électron réel, composant cette craie par exemple, qui se trouve dans cet état-là, pourquoi ne tombe-t-il pas sur les états d'énergie négative? Parce que les états d'énergie négative sont déjà remplis. Alors vous allez me dire, mais où sont, dans le monde réel, où sont ces particules d'énergie négative? Dans la théorie de Dirac, elles sont partout. Là, en ce moment, ici, il y a une mer infinie d'électrons, puisque c'est mon exemple, d'énergie négative auxquelles je n'ai pas accès. On se dit, mais cette théorie est délirante. Enfin, pourquoi il est quand même plus sérieux de refuser la racine négative que de prendre la racine négative et d'imaginer qu'à n'importe quel point d'espace-temps, il y a une infinité de particules d'énergie négative que je ne vois pas. Ça paraît très bizarre. Oui, sauf que, si cette théorie est correcte, il est possible de communiquer une certaine quantité d'énergie à ces états d'énergie négatifs et de les faire transiter dans le monde des énergies positives. Imaginez que j'arrive ici avec un photon et que je communique suffisamment d'énergie à cet électron pour qu'il saute dans le monde que je vois, celui des énergies positives. Alors, je peux tester la théorie. Et ce que Dirac va postuler, c'est qu'en réalité, ce qu'on va nommer les antiparticules, ce ne sont pas les particules d'énergie négative. Faites attention à ça, c'est une confusion fréquente. Les antiparticules ne sont pas les particules d'énergie négative. Les antiparticules, ce sont les trous laissés dans le domaine des énergies négatives quand une particule d'énergie négative est partie et a été éjectée dans le monde des énergies positives. C'est-à-dire que si l'électron qui est là s'en va et vient chez nous, le trou qui reste ici doit être, selon Dirac, interprété comme une antiparticule qui a une énergie positive, c'est-à-dire qui doit être mesurée expérimentalement. Et bien sûr, parce que l'énergie et la charge électrique sont conservées, je dois trouver que cet anti-électron a une charge opposée à celle de l'électron. Et ce qui est remarquable, c'est que cette prédiction est vérifiée. Les antiparticules, on les voit. C'est-à-dire que si j'emmène un photon ici, et là j'ai un certain gap d'énergie là, qui est environ qui est exactement 2 fois la masse de l'électron au carré. Si je prends un photon qui a une énergie suffisante, je vais effectivement pouvoir créer, mais attention, de façon observable, pas virtuelle, de façon observable, à la fois un électron, qui est cet objet-là qui vient là, et un anti-électron qui va être dû à l'absence de particules dans ce monde des énergies négatives. Donc ce que je vais voir apparaître, c'est non seulement un électron et un positon, c'est-à-dire une entité qui a la même masse mais une charge électrique opposée, provenant de la vacuité induite par le passage de l'électron de la mer de Dirac vers le monde des énergies positives. Alors, en pratique, il ne faut pas un photon, il faut 2 photons pour conserver l'impulsion, mais peu importe. Ça marche, je le vois. Ces antiparticules ne sont pas des vues de l'esprit, elles existent et elles sont autour de nous. Richard Feynman, par exemple, va inventer par la suite une description des antiparticules en termes de particules qui remontent le temps. Une autre façon de voir les choses qui, du point de vue formel, revient exactement au même. C'est essentiellement une description qui est différente dans son contenu conceptuel, mais qui est équivalente dans sa description mathématique. Il n'y a rien de très miraculeux à ça, simplement parce que ce qui est à l'intérieur d'une onde plane, c'est un exponentiel i oméga t, donc comme j'ai le produit de oméga et de t, ça ne change rien que je change le signe de t ou de oméga en pratique. Je ferme la parenthèse. Ces antiparticules-là, elles sont autour de nous. Si on mettait un compteur Geiger dans cette pièce pour mesurer les rayons gamma, on pourrait voir
des raies de photons gamma à une énergie de 511 kV. Et 511 kV, c'est exactement la masse de l'électron. Pourquoi est-ce qu'on verrait une raie à 511 kV dans cette pièce, en ce moment? Parce que quand un électron rencontre un anti-électron, donc un positon, il s'annihile en deux photons. Et quelle est l'énergie attendue des photons? 511 kV. Donc la présence, ici, maintenant, d'une raie très faible, mais existante, à 511 kV montre qu'en faible quantité, il y a bien des antiparticules dans cette pièce. D'ailleurs, notre corps lui-même est une légère source d'antimatière. Nous contenons un certain nombre de noyaux radioactifs, par exemple du potassium 40, qui, en se désintégrant, va émettre quelques antiparticules, en l'occurrence des antineutrinos. Oui? L'orage, c'est pour produire aussi l'antimatière, les très forts orages. C'est possible? En fait, pour produire de l'antimatière, ce qu'il faut, c'est avoir suffisamment d'énergie pour qu'on puisse franchir ce gap. Ce gap, c'est-à-dire cette bande qui sépare le monde des énergies négatives et des énergies positives. Donc si tu veux créer un anti-électron, c'est le plus simple. Comme la masse est d'environ 511 kV, il faut environ 1000 kV pour passer de là à là, c'est-à-dire un méga-électronvolt. Si on veut créer un antiproton, il faut 2 giga-électronvolts. Donc plus la particule est massive, plus elle est dure à former. Voilà. Donc en fait, tout dépend des particules qu'on regarde et de l'intensité des phénomènes considérés. Mais là, en permanence, quand un muon, qui est une particule créée dans l'atmosphère de la Terre, vient taper sur cette table, il a une certaine probabilité de créer des particules d'antimatière. D'ailleurs, il y a autant de muons que d'antimuons, en gros, qui viennent taper sur cette pièce. Donc on est bombardé autant par des particules muoniques que par des antiparticules muoniques. Donc l'antimatière n'a rien d'exotique, elle fait partie de notre environnement. Bon allez, je fais une petite pause. Parce que je viens d'énoncer Feynman, donc après vous avoir raconté le rigorisme de Dirac, je vous raconte le nonchalanisme ébouriffé de Feynman. Bon, ce que je dis là est vraisemblablement faux en termes historiques, puisque je l'ai entendu raconter d'autres personnes, mais enfin quand même, je l'ai trouvé adossé à Feynman dans quelques ouvrages relativement sérieux. Donc prenons-le pour vrai, sans trop de philologie ou de doxographie. Feynman, grand physicien du seconde moitié du XXe siècle, spécialiste de particules élémentaires, reçoit le prix Nobel pour en particulier sa description des interactions en termes de diagrammes qui permettent de simplifier les phénomènes quantiques. Et prix Nobel oblige, Feynman fait une tournée des universités américaines. Alors vous savez, c'était avant Internet, donc évidemment, il ne suffisait pas de taper son nom dans Google pour savoir à quoi il ressemblait. Donc tous les gens qui n'étaient pas des physiciens, et même grande partie des physiciens, n'avaient aucune idée de la tête de Feynman. Ils n'avaient jamais vu, d'accord ? Et donc il le découvrait lors de ses conférences, et puis l'université mettait à disposition une voiture et un chauffeur, donc Feynman, tous les soirs, pendant comme ça un temps gigantesque, allait parler de ses découvertes de physique quantique, de physique des particules, et répandre la bonne parole auprès du grand public. Puis il en avait vraiment ras-le-bol. Et donc un jour, il dit à son chauffeur, écoute, tu viens tous les jours avec moi, et en plus tu assistes à la conférence, ce qui est quand même très courageux de ta part, parce que ça doit faire 100 fois que tu l'as vu, je fais la même tous les jours, est-ce que tu voudrais pas la faire à ma place demain? Je suis vraiment crevé. Je lui dis, mais moi, monsieur Feynman, je connais rien en physique, c'est juste impossible, quoi. Et Feynman lui dit, mais oui, mais on s'en fout que tu connaisses rien en physique, tu sais ce que je dis, t'as qu'à dire pareil. J'ai des slides, je te les donne, tu les projettes, tu fais le même commentaire que moi, et c'est terminé. Et tu auras le cachet, parce qu'il est un peu payé, donc c'est normal, tu fais la conf, tu as l'argent. Je vais faire, oh, c'est tentant, mais quand même, et si on me reconnaît, non, mais personne ne connaît mon visage, c'est du grand public, vas-y, fais la conférence. Il dit, bah oui, mais s'il y a des questions. Il dit, mais les questions, c'est pareil, c'est toujours les mêmes, t'as bien vu, il y a toujours les 5 mêmes questions qui sortent à toutes les conférences, tu connais mes réponses par cœur, aussi bien pour les questions. Il ne peut rien se passer. Et puis d'ailleurs, je me mettrai au fond de la salle, je lirai mon journal dans le fond de l'amphi s'il y a un problème. D'accord. Donc le chauffeur fait la conférence. Et ça se passe plutôt bien, le type parlait correctement, il ne bafouille pas, la conférence se parle bien, mais alors pas de chance. Dans l'assemblée, il y avait un physicien qui ne connaissait pas Feynman, mais qui connaissait ses travaux, et qui n'aimait pas du tout ses travaux. Et donc le physicien se dit, je vais me payer Feynman, quoi. Et donc il fait une remarque super désagréable et très technique. Très technique, en disant mais je comprends pas, on est propagateur à l'ordre 3, la chaîne de renormalisation ne fonctionne pas, on devrait avoir une divergence dans l'hamiltonien, votre théorie marche pas.
Et comme il le dit de façon méchante, le chauffeur, donc, qui faisait la conférence, se sent un peu remonté et dit « Écoutez, monsieur, votre question est triviale. Elle est d'ailleurs tellement triviale que même mon chauffeur serait capable d'y répondre. Il est dans le fond de la salle et il va le faire. » Alors. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est mignon. Donc Feynman, donc Dirac, et l'antimatière existe, on la voit, et c'est magnifique que ce soit une prédiction de la relativité restreinte. Une autre prédiction que vous découvrirez en mécanique quantique, c'est le spin, en fait. Le spin, qui est un des nombres quantiques fondamentaux, qui permet de savoir combien de tours il faut faire à un corps pour le retrouver identiquement à lui-même, aurait pu être compris en tant que charge de Lorentz, c'est-à-dire que le groupe de symétrie de la relativité restreinte suffit à prédire l'existence du spin, ce qui est quand même assez incroyable. Ça va ? Bon, c'était l'échauffement. Hein. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc, j'avais mis petit 1, relativité restreinte. Mais sérieux, ça ne veut pas dire plus dur, vous inquiétez pas. Petit 2, relativité générale. Je suis très content de faire ça avec vous. D'abord parce que on s'aime bien quand on passe un bon moment, mais aussi parce que c'est encore une frustration. Vous voyez, tout le monde sait que c'est ça la grande théorie d'Einstein, et Einstein c'est plus qu'une personne, c'est une sorte d'icône. Mais là encore, pratiquement personne ne connaît le cœur dur de la relativité. Vous voyez, et même pour ceux d'entre vous qui vont faire des études en physique, vous pouvez très bien avoir un doctorat de physique et n'avoir jamais eu une heure de cours de relativité générale. Quand même dommage. Il y a deux grandes théories en physique, la relativité générale et la mécanique quantique. Éventuellement un peu la théorie du chaos. Enfin, c'est quand même dommage que sur les deux grandes théories qui font de la physique, l'une ne soit pas enseignée. Bon, la raison à ça est claire, hein. On en parlera plus tard si vous voulez. Mais je suis content qu'on passe une petite heure ensemble à parler de relativité générale, parce que vous allez voir que ce n'est pas difficile. C'est génial, mais ce n'est pas difficile quand on en reste en termes conceptuels. Si on va dans les calculs, ça c'est l'enfer. Mais ce n'est pas votre problème. Alors de quoi est-il question ? Par où commencer ? Bon, bah, comme toujours, hein, on va faire un peu de casse. Une craie lourde et une craie, disons, 3 fois moins lourde. D'accord ? Une craie lourde, une craie 3 fois moins lourde. La masse ici, à peu près le tiers de la masse ici. Et dans cette grande expérience de physique, vous constatez que les deux craies ont touché la table en même temps. Tous les corps chutent de la même manière. Ben voilà, l'essentiel est dit. La gravitation est démocratique. Et c'est la seule. Tous les corps chutent de la même manière. Vous avez vu ? Vous savez que quand à son procès, Galilée a dit ça, on lui a dit c'est pas possible. Il a voulu aller chercher des pierres. Il a dit non. Ça ne sert à rien de faire l'expérience de quelque chose d'impossible. Et ça paraissait tellement incroyable qu'une grosse pierre et une petite pierre tombent à la même vitesse que ces inquisiteurs n'ont pas même voulu faire l'expérience. Et pourtant c'est simple, hein. On le voit tout de suite que ça tombe à la même vitesse. Comment ça se fait ? Quand même bizarre parce que la grosse craie, elle a un poids qui est plus grand. Elle subit une force d'attraction qui est plus grande que la petite, c'est sûr, P égale mg. Hein. Donc puisque la masse est plus grande, comment ça se fait qu'elle tombe pareil que la petite en fait ? Mais c'est encore une fausse question, je fais la question et la réponse. Mais je te remercie beaucoup de ta participation, ça me fait plaisir. Hein. Enfin, voilà. Mais voilà. Parce que non, je suis quand même payé pour ça. Quoi. Tu vois, si je te fais faire le cours à ma place, après je vais avoir des scrupules. Je vais me sentir gêné. Tu vois. Alors allons-y. Évidemment, vous avez fait un peu de physique, peut-être, dans votre vie. Et donc vous allez dire, la relation fondamentale de la dynamique, F égale ma. C'est quoi la force ? C'est mg égale ma. Donc la masse se simplifie. Pas de quoi en faire une histoire. mg égale ma, la masse se simplifie, donc oui, ça ne dépend pas de la masse. Oui, ça ne dépend pas de la masse. En effet, mg égale ma, la masse se simplifie. Donc l'équation du mouvement, c'est A égale G, quel que soit m. Mais c'est quand même bizarre. Pourquoi ? Regardez. Et là, je vous demande de réfléchir un peu. Vous l'avez vu en terminale, vous connaissez mg égale ma ?
Et vous avez remarqué que les masses se simplifiaient? Bon, c'est bien. Il y a des profs qui ne le disent pas en terminale. On fait de la gravité, etc. On ne dit pas ça. C'est quand même le cœur de la physique du XXe siècle, quoi. De remarquer que les trajectoires gravitationnelles ne dépendent pas de la masse. Pourquoi c'est quand même étrange? Regardez bien avec moi, s'il vous plaît. Le M de MA, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la masse inertielle. Elle n'a rien à voir avec la gravité. Si nous habitions un monde dépourvu de gravité, on aurait quand même F égale ma. F égale ma, de quoi la masse témoigne-t-elle? Elle témoigne du fait qu'un corps qui est massif est plus difficile à arrêter ou à mettre en mouvement qu'un corps qui n'est pas massif. Pour le dire de façon imagée, d'accord? Si je suis là et que j'ai un petit modèle réduit de train qui vient vers moi, sur son air, son moteur, ben je mets la main, puis je l'arrête. Si je suis là et que j'ai un wagon de 25 tonnes qui vient vers moi, je me casse. Sinon, je suis mort. D'accord? C'est pas une question de frottement, c'est une question d'inertie. Un objet léger qui vient vers moi, ben je l'arrête. Oui. Il a tourné tout seul, il a eu peur. Bon, bref, je n'avais pas besoin d'expérience réelle, l'expérience de pensée suffisait. Donc, un objet léger qui vient vers moi, je l'arrête avec la main. Un objet lourd qui vient vers moi, il m'écrase la main. C'est l'inertie. Plus vous avez de masse, plus c'est dur d'infléchir votre trajectoire. Ça, c'est le M qui est là. Le M qui est là n'a rien à voir avec l'inertie. Le M qui est là, c'est ce qu'on appelle la masse gravitationnelle. P égale mg. Pour le dire de façon un peu théorique, si vous voulez, c'est la constante de couplage entre le champ et l'objet. Vous avez un champ E et une charge Q. Quelle est la force subie? F égale QE. Merci, t'as pas levé, ça y est, t'es blasé, excuse-moi. Hein. Je suis un peu navré parce que... Non mais pédagogiquement, c'est mieux d'interagir, mais quand on est 10, quoi. Là, quand on est 100, c'est trop dur. 150, enfin bon, bref. Donc, quand on a un champ E, la force, c'est F égale QE. Quand on a un champ gravitationnel G, la force, c'est mg. C'est quoi Q? C'est la charge. C'est quoi M? Q, c'est la charge électrique. M, c'est la charge gravitationnelle. Le M qui est là, c'est la charge gravitationnelle. Il ne faudrait pas l'appeler la masse, en fait. Il faudrait l'appeler la charge gravitationnelle. C'est ce qui vous dit quelle est l'intensité de la force qui résulte de la présence d'une masse donnée dans un champ donné. Vous avez un champ gravitationnel dans la pièce, vous avez un objet, quelle est la force? C'est mg. Ça n'est lié qu'à la gravité. Donc là, vous avez une masse qui n'est liée qu'à la gravité, là, vous avez une masse qui n'est liée qu'à l'inertie. Et par miracle, elles sont égales. Donc ça se simplifie, et donc tout va bien. C'est pas crédible. On ne croit pas beaucoup au miracle en physique. Ça ne fonctionne pas comme explication. Il y a vraisemblablement quelque chose de plus profond. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire là, quand même? C'est qu'entre la petite craie et la grosse craie tout à l'heure, la grosse craie est plus dure à mettre en mouvement, puisqu'elle a un M plus grand. Mais elle subit une force gravitationnelle qui est plus grande, parce qu'elle a un M plus grand. Et les deux effets se compensent exactement. C'est ça le miracle. Il y a, la grosse masse est dure à arrêter ou dure à mettre en branle, mais elle subit une force plus forte. Ça se compense exactement et à la fin ça revient au même. Non. Avec une précision extraordinaire, non, ça n'a pas de sens. Ce que se dit Einstein, c'est cette coïncidence n'est pas là par hasard. D'accord? Alors que se dit Einstein? Einstein se dit, finalement, c'est pas terrible les forces. Vous savez, vous et moi, on a appris à l'école la loi de Newton. La Terre et la Lune s'attirent mutuellement en proportion de l'inverse du carré des distances et du produit des masses. Et on a l'habitude de ça. Mais vous dites à un gamin, là on met une craie ici, on met une craie là, entre les deux il n'y a rien, elle s'attire. Non mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, il y a un élastique entre les deux. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a du vide, il n'y a rien. Il n'y a aucune particule échangée entre les deux, parce que chez Newton, il n'y a pas de graviton. Donc on n'échange aucune particule entre les deux, il y a du vide et instantanément, elle s'attire. C'est hallucinant, cette théorie. Mais en fait, Newton en était conscient.
Newton considérait que sa théorie est une théorie effective. Il disait d'ailleurs tout se passe comme si une force, machin. Ça pouvait pas être dans son esprit une théorie ultime. Nous, on a tellement l'habitude du concept de force qu'on fait comme si on savait ce que ça veut dire. Vous savez, Freud nous disait qu'il faut se méfier de l'étrange, de l'étrange proximité de certains concepts. Ce n'est pas parce que ces concepts nous sont familiers que nous les comprenons vraiment. Et celui de force est certainement un des plus délicats. Donc Einstein se dit, quand même, si on pouvait essayer de décrire tout ça sans faire appel à des forces, ça serait peut-être mieux. Pourquoi le peut-on? Pour la raison suivante. L'intérêt des forces, c'est qu'elles dépendent de ce à quoi elles s'appliquent. Vous voyez, quand vous écrivez que la force électrique, c'est QE. Si vous écrivez que la force électrique, c'est F égale QE, ça veut dire que si vous prenez une charge différente, la force va changer. Vous prenez une charge Q1, vous avez une force F1, vous prenez une charge Q2, vous avez une force F2. D'accord? Elle dépend des propriétés des corps. Mais, si, comme ça semble être le cas, tous les corps se meuvent de la même manière dans le champ gravitationnel, il n'y a plus aucune légitimité à recourir à cet étrange concept de force. Essayons de faire mieux, c'est-à-dire plus simple. Comment? L'idée est élémentaire. Quand je regarde un corps qui tombe, je ne peux pas savoir si l'objet tombe parce qu'il est en ce moment attiré par la gravité terrestre, ou si en réalité, sans qu'on l'ait vu, une main de géant a retiré la Terre et que nous sommes en ce moment en train d'accélérer vers le haut avec une accélération de 9,8 mètres par seconde carrée, qui est, comme vous le savez, l'accélération de la pesanteur. Je le redis. Tous, là, on voit la crête tombe. Et on voit aussi qu'on est les fesses sur nos chaises, on n'est pas en train de voler dans l'espace. Donc, manifestement, on est tous attirés vers le bas, la crête est attirée vers le bas, tout le monde est attiré vers le bas. De deux choses l'une. Soit c'est parce qu'en ce moment, la Terre nous attire, ce qu'on a tendance à croire, soit en fait, là, depuis qu'on est rentré dans l'amphi, la Terre a disparu, et notre amphi, en ce moment, a des petits moteurs de fusée en dessous, et est en train d'accélérer vers le haut, avec une accélération de 9,8 mètres par seconde carrée. Ça ferait exactement la même chose. Je vois des regards dubitatifs, pour ne pas dire contestataires. Donc, je le redis, tranquillement. Imaginez qu'il n'y a pas la Terre, d'accord? On est dans l'espace interstellaire, il n'y a pas de gravité. On allume notre moteur de fusée, et on accélère par ici. Êtes-vous, oui ou non, d'accord qu'on ressentirait exactement la même chose qu'en ce moment? Vous ne pouvez pas savoir si la craie qui tombe ou si c'est l'amphi qui monte. Et le mouvement est relatif. Vous voyez ça? Est-ce que c'est la craie qui tombe ou est-ce que c'est l'amphi qui monte? Je ne peux pas le savoir. Aucune expérience de physique locale me permet de distinguer ces deux assertions. D'accord? C'est le cœur de ce que Einstein appellera le principe d'équivalence. Écrivons-le. Principe d'équivalence. Un champ gravitationnel est équivalent à une absence de champ gravitationnel, mais un mouvement accéléré du référentiel. Principe d'équivalence, c'est le cœur de la relativité générale en fait. Un champ gravitationnel est équivalent à une absence de champ gravitationnel, c'est ce que j'ai appelé retirer la Terre, mais un mouvement accéléré du référentiel dans lequel on se trouve. C'est la même chose. Soit je dis le référentiel là est inertiel, tout va bien, etc. et on a de la gravité, soit je dis il n'y a pas de gravité, on est dans l'espace, mais notre référentiel accélère. D'accord ? C'est indiscernable, oui. Dans ce cas, on la ressentirait l'accélération sur le chaise, c'est une passée. Ben c'est ce qui se passe en ce moment. Tu n'es pas en train de voler, tu es bien assis sur ta chaise. C'est exactement ce que tu ressens. Si l'accélération est de 9,8 mètres par seconde carrée, tu ressentirais exactement ce que tu ressens en ce moment, qui fait que tu ne voles pas, mais que tu es assis sur ta chaise. Si l'accélération était de 25 mètres par seconde carrée, comme tu dis, on serait écrasé. Voilà. On est comme un pilote de chasse dans un virage à 60 degrés, qui aurait 2G par exemple. D'accord? Bon, ça c'est le principe d'équivalence. À ce stade,
on a envie de se dire que ce n'est qu'une manière différente de dire ce qu'on savait déjà et que donc le contenu épistémique est faible. Mais on ne va pas le dire parce qu'on sait qu'Einstein n'est pas n'importe qui et que donc ça nous réserve des surprises. Ça va ? Bon. Comment je fais maintenant ? En quel ordre je vous dis ce que j'ai à vous dire ? Bon, bah continuons alors. Peut-être une première remarque quand même, importante en fait. Première remarque importante. Vous pourriez vous dire, mais ce point de vue est stérile. Ah oui, écoutez-moi bien, quand même, c'est important ce que je vais dire maintenant. Vous pourriez vous dire, finalement, c'est toujours vrai, je peux toujours dire, plutôt qu'une trajectoire dans l'amphi, en fait, c'est l'amphi qui bouge. Écoutez-moi bien, c'est important ça. Imaginez qu'on mette une plaque chargée positivement au plafond et une plaque chargée positivement au niveau du sol. Et puis imaginez que ça soit une charge électrique. Alors suivant le signe des charges, peu importe, on va dire la charge, elle fait comme ça, elle fait comme ça, elle descend. D'accord ? Vous pourriez me dire, bon, on peut dire pareil. En fait, je ne peux pas savoir s'il y a un champ électrique qui attire la charge vers le bas, ou si en fait il n'y a pas de champ, mais c'est l'amphi qui bouge. Vous êtes d'accord ? Hein ? Ça, c'est plus gravitationnel, c'est une charge. On imagine que c'est une charge électrique. Et on imagine que j'ai un champ dans la pièce. Je dis, la charge tombe parce qu'il y a du champ électrique, ou alors, il n'y a pas de champ électrique, d'accord, mais c'est l'amphi qui bouge. Ça va ? Eh ben non. Pourquoi non ? Parce que dans le cas du champ électrique, si je prends une deuxième charge qui est différente de la première, elle ne va pas tomber pareil. Donc je vais avoir une charge qui fait ça, par exemple, et l'autre qui fait ça, tout doucement. Donc je vais avoir deux mouvements qui vont être ça. Et vous voyez bien qu'il n'y aura pas un seul mouvement de l'amphi qui équivaudra aux deux mouvements différents. Alors que dans la gravité, les deux tombent bien pareil. Donc il y a bien un seul mouvement de l'amphi qui permet de rendre compte de toutes les trajectoires gravitationnelles. Alors que si je m'intéressais à des trajectoires dans un champ électrique, c'est quoi l'équation dynamique dans un champ électrique ? C'est QE égale MA. Vous voyez que ni la masse ni la charge ne se simplifient. Dans un champ électrique, deux objets qui ont soit des masses différentes, soit des charges différentes, auront des trajectoires différentes. Donc dans un champ électrique, il n'y a pas de principe d'équivalence. Je ne peux pas dire, dans un champ électrique, tout se passe comme s'il n'y avait pas de champ mais un mouvement de l'amphi. C'est faux. Ça n'est vrai que dans un champ gravitationnel parce que la gravité est démocratique et parce que tout le monde a la même trajectoire dans le champ gravitationnel. D'accord ? Donc vous comprenez pourquoi c'est vraiment spécifique à la gravité. Qu'est-ce que ça change ? Et c'est maintenant que vous allez comprendre pourquoi il fallait que nous ayons fait un peu de relativité restreinte avant. Vous vous rappelez, la semaine dernière, ce qu'on a montré, c'est que le cœur de la relativité restreinte, c'est que cette grandeur, delta S carré, égale C2 delta T carré, moins delta X carré, moins delta Y carré, moins delta Z carré, que nous avions appelé intervalle, est conservée par changement de référentiel d'inertie, ou galiléen, c'est synonyme. D'accord ? On a montré que ceci est invariant, d'accord ? Est invariant par changement de référentiel galiléen ou inertiel. D'accord ? C'est ce qu'on a, c'était le cœur de notre démonstration de la semaine dernière. Et maintenant, je nous pose une question. Quand j'applique le principe d'équivalence, c'est-à-dire quand je décris le champ gravitationnel comme un mouvement d'ensemble du référentiel, comment change l'intervalle ? Mais attention, maintenant je fais quoi ? Je passe à un référentiel accéléré. On est bien d'accord, la craie, là, quand je la lâche, elle accélère. Elle accélère. Donc le mouvement de l'amphi qui équivaut à la trajectoire de cette craie, c'est un mouvement accéléré. Mais si je passe à un référentiel accéléré, ça veut dire que je passe à un référentiel non galiléen. Donc, l'intervalle n'a plus aucune raison d'être conservé. Et là, vous commencez à voir apparaître toute la beauté de la chose. Mais, le référentiel équivalent, d'accord, à la gravitation, est accéléré. Donc,
non galiléen, si celui de départ l'était. Donc, l'intervalle qui ne se conserve qu'entre des référentiels galiléens n'a aucune raison de garder la même forme. Je vais un peu expliquer, mais on en a terminé avec le cœur. Mais le référentiel équivalent à la gravitation est accéléré, donc non galiléen. Donc, comme je passe maintenant à un référentiel non galiléen, le résultat qui était l'intervalle est le même dans tous les référentiels galiléens. Je ne peux pas l'utiliser, puisque je passe à un référentiel non galiléen. Donc si je ne peux pas dire que l'intervalle ne change pas, qu'est-ce que je dis? Ben, je dis qu'il change. Et voilà. Donc l'intervalle n'a aucune raison de garder la même forme. L'intervalle change. Et j'en ai fini. Mais l'intervalle, c'est quoi? Mais l'intervalle, c'est la géométrie. C'est le théorème de Pythagore, l'intervalle, dans un espace quadridimensionnel, pseudo-euclidien. Mais l'intervalle, c'est la géométrie. Donc, nous venons de comprendre et de montrer que la géométrie change. Voilà le grand résultat d'Einstein. Je vous laisse copier, écrire, penser, et dans quelques secondes, je reprends l'explication. Non, j'en profite pas pour envoyer des SMS. C'est pas mon style. Ça va? Bon, je reprends l'explication sérieusement. Nous avons tous, n'est-ce pas, un jour ouvert un livre de vulgarisation dans lequel était dit quelque chose du genre « Chez Newton, la Lune tourne autour de la Terre parce que la force gravitationnelle attire la Lune et lui impose cette trajectoire elliptique. » D'accord ? La Lune toute seule, elle aurait envie d'aller en ligne droite, comme ça. La Terre c'est le micro, la Lune est là, la Lune aurait envie d'aller tout en ligne droite. Puis Newton dit non, tu es attiré par là. Donc, hop, 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 hop. Comme le disait Newton, la Lune n'arrête pas de tomber sur la Terre. À chaque fois, sa trajectoire rectiligne est infléchie par la gravité et donc en résulte une trajectoire elliptique ou quasi circulaire. D'accord ? Ça, c'est la vision newtonienne. Chez Einstein, il n'y a plus de force. Il n'y a plus de champ gravitationnel. Il n'y a plus de force. La Lune avance en ligne droite, dans l'espace courbé par la gravité terrestre. Je le redis. Chez Newton, la Lune tourne parce qu'elle est attirée par la force gravitationnelle. Chez Einstein, il n'y a plus de force gravitationnelle. La Lune avance en ligne aussi droite que possible, en l'absence de force, mais dans un espace qui a été déformé par la présence de la Terre. Voilà généralement comment on résume la relativité générale en une phrase. Et bien maintenant, vous comprenez l'origine de cette assertion. Je vais reprendre le raisonnement et vous allez voir que ce n'est pas du tout arbitraire. On voit bien d'où ça vient. Regardez le raisonnement. Il est simple en fait. Tout le monde tombe de la même manière. Donc, je dis, il n'y a pas de force, mais il y a un mouvement accéléré. Vous avez bien compris pourquoi il fallait que tout le monde monte de la même manière. Parce que si tout le monde ne tombait pas de la même manière, il faudrait différents mouvements accélérés, donc ça ne marcherait pas. Comme tous les corps chutent pareil, je sais de combien je dois accélérer cet amphi pour que ça fasse pareil que la gravité. Ok ? C'est le principe d'équivalence. Mais il doit accélérer. Or, le cœur structurel de la relativité restreinte était que cette grandeur, d'accord, ne variait pas quand on passait d'un référentiel galiléen à un autre. Mais comme vous vous en souvenez, j'espère, quand on accélère à partir d'un référentiel galiléen, on n'a plus un référentiel galiléen. C'est un référentiel accéléré, je ne peux plus écrire les lois de la physique comme j'en ai l'habitude, il n'est pas galiléen. Donc comme moi je dois accélérer, l'intervalle, lui, n'a plus aucune raison de garder la même forme. Alors si cet argument ne vous convainc pas, exercice pour les plus matheux d'entre vous, les matheux soft, c'est très gentil, vous prenez un référentiel tournant, vous prenez le référentiel de l'amphi, puis vous mettez un référentiel qui tourne à une vitesse oméga constante, et vous calculez l'intervalle dans le référentiel tournant.
qui est la forme la plus simple de l'accélération, et vous verrez immédiatement qu'il ne peut pas s'écrire comme ça. Vous écrivez juste la matrice de rotation, hein, que le cosinus, sinus, moins sinus, cosinus, qui est la matrice de rotation, et vous verrez que l'intervalle ne peut pas s'écrire comme ça. Donc c'est très facile de montrer qu'en général, dans un référentiel accéléré, je ne peux pas écrire l'intervalle comme ça. D'accord ? Donc l'intervalle change. On pourrait dire, bon, l'intervalle change, et alors ? Mais alors, c'est dramatique, parce que l'intervalle, c'est la géométrie. Peut-être ça, il faut que je l'explique un peu. L'intervalle, c'est la géométrie. Vous connaissez tous, n'est-ce pas, le théorème de Pythagore, qui nous dit quoi ? Que si ici j'ai bougé de x, et que si ici j'ai bougé de y, eh bien la distance totale que j'ai parcourue pour aller de là à là en direct, en fait, c'est racine de x2 plus y2. C'est ça qu'on dit le théorème de Pythagore. Si là j'ai x et que là j'ai y, la distance que j'ai réellement parcourue entre mon point de départ et mon point d'arrivée, c'est pas x plus y, c'est racine de x2 plus y2. Jusque-là, ça va, d'accord ? Bah ça, c'est exactement le théorème de Pythagore, sauf qu'au lieu d'être dans un espace qui n'a que 2 dimensions, comme on l'a appris au collège, on est dans un espace qui a 4 dimensions, x, y, z, t, et en plus des signes moins. C'est pour ça qu'on dit que c'est un espace quadridimensionnel pseudo-euclidien. Les signes moins ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce que si vous vous souvenez du cours de la semaine dernière, j'avais besoin, dans la construction de la théorie, que l'intervalle soit nul pour des événements de type lumière. C'est-à-dire que si je considérais l'émission et l'absorption d'un photon, je voulais que l'intervalle entre les deux soit nul. Et pour ça, il faut des signes moins. Donc ce n'est pas anecdotique les signes moins, d'accord ? Mais ça reste rien d'autre que la généralisation du théorème de Pythagore. Et comme l'intervalle change, qu'est-ce que ça veut dire en clair ? Ça veut dire que le théorème de Pythagore devient faux. Ça veut dire que dans le vrai monde, dans le monde réel, ici et maintenant, si je fais un triangle, la somme du carré de l'hypoténuse n'est pas égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça veut dire que dans la concrétude de notre environnement cosmologique, autrement dit, en termes plus simples, autour de masse, le théorème de Pythagore n'est pas vrai. La somme des angles d'un triangle, en vérité, n'est pas égale à 180 degrés. La circonférence d'un cercle, en vérité, n'est pas égale à 2π fois son rayon. Pourquoi ? Parce que ces formules que nous avons apprises au collège sont des formules qui sont vraies en espace euclidien, loin de la masse. Mais comme la masse c'est de l'accélération, que l'accélération c'est du non-galiléen et du non-galiléen ça veut dire une déformation géométrique, toutes ces formules en réalité sont fausses. Si on mesurait la circonférence de la Terre, on trouverait qu'elle n'est pas égale à 2π fois son rayon. Et on sait calculer la différence. Très petite, hein, quelques millimètres. Mais peu importe, conceptuellement, l'effet est là. Ça va ? Vous voyez, ce qui est important pour moi, c'est que cette idée que la masse crée de la courbure, c'est comme ça qu'on appelle l'écart au caractère euclidien, cette idée centrale qui est que la masse crée de la courbure, vous voyez maintenant d'où elle vient. J'ai déjà dit 3 fois, je pense qu'on va commencer à se lasser si je répète, mais si ce n'est pas clair tout à l'heure, là, dans la demi-heure qui vient, vous n'hésiterez pas à me poser des questions. D'accord ? Bon, comme ces choses ne sont pas exactement triviales, je fais une deuxième pause, mais un peu moins ludique que la première, un peu plus philosophique. Et après, on y revient, ne vous inquiétez pas. En fait, ce n'est pas du tout des pauses, hein. C'est l'essentiel pratiquement de ce que j'ai à vous dire, mais je le présente comme ça, pédagogiquement, c'est mieux, comme ça vous êtes plus frais et dispo dans vos têtes. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi tout ça ? C'est quoi la science ? T'as une petite question anecdotique comme ça au passage. Oui, mais d'abord je vous donne mon avis, et puis si t'es pas d'accord, alors surtout tu me le dis, hein, parce que c'est très important pour moi l'interaction, mais tu me diras si t'es pas d'accord. Là, c'est très difficile en fait de savoir ce que c'est que la science. On pourrait croire que la science c'est d'abord le recours aux mathématiques. Vous savez, n'est-ce pas, que Galilée disait que la nature était écrite en sciences mathématiques. C'est pas bête, hein, évidemment. Qui serais-je pour dire que Galilée est bête ? Donc, bien sûr, ce n'est pas idiot, mais c'est quand même insuffisant, n'est-ce pas ? D'abord, les sciences humaines utilisent très peu de mathématiques. Mais même au sein des sciences de la nature, quid de l'éthologie, l'étude des comportements animaux, par exemple, ou de la taxinomie, l'art des classifications, qui se font essentiellement sans mathématiques. On va dire, bon, alors on va essayer autre chose. La science, finalement, c'est la capacité de prévoir. C'est juste, c'est important de prévoir. Vous savez que Thalès a eu un grand succès parce qu'il a pu prédire l'existence d'une éclipse. Bon, il a eu beaucoup de chance, parce qu'en fait, il n'avait pas les outils pour ça. Mais ce n'est pas suffisant. D'accord ? Parce que je peux prévoir la position de l'aiguille de ma montre dans 3 secondes sans savoir ce qui se passe dans ma montre.
René Thom, le grand mathématicien, médaille Fields, disait « expliquer n'est pas prévoir ». On pourrait se dire « bon, finalement alors, c'est le lien avec l'expérience ». Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, tout ça, mais je pense que c'est vraiment important d'y revenir. C'est le lien avec l'expérience. C'est vrai, il n'y a pas de science de la nature qui soit absolument détachée de l'expérience. Mais là encore, il faut faire attention. C'est quoi une expérience? Est-ce qu'on sait vraiment ce à quoi on réfère? Une expérience n'est jamais un donné pur. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que vous savez, nous, on a l'impression que une expérience, c'est les lunettes qui tombent. Ça, c'est un fait. Puis après, il y a une théorie pour le décrire. Oui, mais c'est jamais si simple. Comme je vous l'ai déjà dit, si on était en Grèce ancienne, on verrait que le passage du dieu Ré dans le ciel est un fait. Ce qu'on appelle le soleil, nous. Ça nous paraîtrait être un fait. Si on était une jeune ou un jeune paysan du Moyen-Âge, énervé de l'angoisse du tribunal de la Sainte Inquisition, on penserait que la présence de sorcières dans nos campagnes est un fait. Personne n'en doutait. Vous voyez, les faits expérimentaux, c'est jamais si simple que ça. C'est-à-dire que ce sont des faits moyennant déjà une image du monde. Bon, alors on pourrait dire que finalement, la science, c'est la rationalité. Alors ça, comme je vous l'ai déjà dit aussi d'ailleurs, il n'y a rien de pire. Oui, bien sûr, on est tous rationnels, on aime tous la rationalité, on peut tous se prendre par la main et crier en chœur, on aime ça. Mais ça n'a aucun effet performatif, c'est-à-dire que la rationalité n'est pas discriminante. Tout le monde se croit rationnel. Ouais. Même ceux que vous considérez, et moi sans doute, comme étant irrationnels, agissent au nom de la rationalité. Le problème, c'est que la raison est protéiforme. Il y a différentes formes de raison. Et ne soyons pas trop colonialistes, me semble-t-il, à juger que la raison des autres est une déraison. Par exemple, les peuples Inuits, qui sont des autochtones amérindiens qui vivent aujourd'hui au Québec, les rares à avoir encore gardé encore un peu de leur culture originelle, sans être tout à fait colonisés par les migrants européens, d'origine européenne, et bien donc ces peuples Inuits considèrent que la vérité, donc l'attitude rationnelle, c'est le temps du rêve. Le rêve décrit le monde. Et ce qu'on vit à l'éveil n'est qu'une image appauvrie de la réalité qui est celle du rêve. Qui serions-nous pour leur dire « vous n'avez rien compris » ? Moi, je vais vous dire ce qu'est le réel. Enfin, en ce qui me concerne, je ne me permettrai jamais de dire ça. La raison est protéiforme. Donc définir la science comme la raison, en fait, ne nous avance pas du tout. Alors c'est quoi ? Parce que là, je joue le philosophe qui nous dit « le philosophe dit toujours ce que ça n'est pas ». Mais il y a un moment, on a quand même envie de dire ce que c'est. La théologie négative fonctionnait sur ce mode. La théologie négative, c'est une branche très très intéressante de la théologie qui essaye de dire ce que Dieu n'est pas. C'est fascinant comme mode de pensée. Alors qu'est-ce que c'est la science ? J'en sais rien, mais je crois qu'une assez bonne proto-définition, c'est de dire que finalement c'est une tension. Une tension entre d'une part une très grande liberté. Ne négligez pas cette liberté presque démiurgique qui nous incombe en tant que scientifiques. Nous sommes des créateurs. Nous inventons des théories. Si vous êtes mathématicien, c'est presque sans limite. Vous avez envie d'une nouvelle structure, mais créez-la. Vous n'avez qu'à respecter les lois de la logique et la théorie des ensembles. C'est très peu comme contrainte. C'est très très peu. Rien n'est moins contraint que les mathématiques. C'est un espace de liberté extraordinaire. Même si vous êtes physicien. Je vous donne un exemple qui est connu depuis Newton, mais qui est quand même très parlant. Regardez. Théorie de Newton. La Lune est attirée par la Terre par une force proportionnelle à l'inverse du carré de la distance et au produit des masses. Voilà la théorie de Newton. Maintenant, je vous propose la théorie de Barrow. Non, c'est faux. Il y a un fantôme qui se trouve ici, et qui... non, plutôt ici. Il y a un fantôme de la Terre qui se trouve ici, et qui repousse la Lune, avec une force qui est proportionnelle au produit des masses et à l'inverse du carré des distances. Ces deux théories sont strictement indiscernables. En termes mathématiques, elles conduisent exactement aux mêmes équations du mouvement, avec une précision infinie. Aucune expérience ne pourra jamais les distinguer. Alors qui a raison, Newton ou Barrow ? Eh bien pourquoi on va choisir Newton ? Et moi le premier. Certains diraient parce que la théorie de Newton est plus simple. Mais il n'y a pas de critère non ambigu de simplicité. Vous savez, la simplicité est toujours mal définie, là encore. Et vous le savez bien, d'ailleurs. On le voit bien dans nos interactions humaines, que ce qui est simple pour l'un n'est pas ce qui est simple pour l'autre. Que ce qui est simple pour une machine n'est pas ce qui est simple pour un cerveau humain. Vraisemblablement plutôt parce que la première théorie est plus belle.
Il y a quelque chose de la subjectivité. Les philosophes disent que les théories sont sous-déterminées par les faits. Et c'est vrai. Ça, c'était le côté créateur. Mais en contrepoint de cette grande créativité, il y a quelque chose qui s'impose à nous. La factualité du réel n'est pas conventionnelle. Le réel n'est pas qu'une convention sociale. Quand on meurt ou quand on perd un être cher, on le sait. Il y a quelque chose qui s'impose à nous et qui n'est pas qu'un processus de décision. Et la science est aussi un effort désespéré, parfois pathétique d'ailleurs, mais néanmoins élégant dans sa démarche qui consiste à toucher quelque chose du réel qui n'est pas que la projection de nos fantasmes et de nos désirs. Vous voyez ? C'est pour ça que j'aime bien prendre l'exemple, pardonnez-moi, hein, j'espère ne choquer personne, parce que je ne veux choquer personne, mais j'aime bien prendre l'exemple qui pour moi est caricatural du pire, à savoir celui du créationnisme. Parce que le créationnisme, c'est exactement ça. C'est une vision sur le monde qui est purement inspirée par notre fantasme. Certains, pas moi en tout cas, mais certains aimeraient être à l'image de Dieu et aimeraient que l'univers ait été fait entièrement pour la présence de l'homme. Eh bien, on va dire que c'est ça le monde. Pourquoi pas, si ça vous fait plaisir ? On sait bien que comme ce n'est pas une théorie scientifique, en plus, je ne pourrais pas la mettre en défaut, parce qu'il y aura toujours des contre-arguments chez les créationnistes. Mais c'est l'archétype d'une projection fantasmatique sur le réel. Pourquoi pas ? C'est très bien de fantasmer, c'est très respectable le fantasme. C'est même nécessaire, ça peut même être très beau d'ailleurs, mais il faut en avoir conscience. Là, on essaye de faire autre chose que ça, c'est-à-dire de se mettre en position d'être déçu. Comme je vous l'ai dit, on a dépensé 10 milliards d'euros pour créer un accélérateur de particules qui devait voir des particules supersymétriques et on n'en a vu aucune. Je vous assure qu'on aurait bien aimé les voir. Si ce qu'on voyait n'était que le reflet de nos fantasmes, on les aurait vus, il n'y a aucun doute. Ben non. Il y a un moment où quelque chose peut s'imposer à nous et nous dire « ce n'est pas ce que vous croyez ». On est toujours en position d'être surpris. Vous voyez, je crois que c'est un peu ça la science, une tension entre liberté et contrainte, ou plus exactement, une création sous contrainte, une manière de faire un monde. Une manière rigoureuse, mais non unique, non hégémonique. Toute la pensée, toute la connaissance ne se réduit pas, évidemment, me semble-t-il, au geste scientifique. Donnez-moi encore 2 minutes et on revient à la relativité générale. Ça pose la question de la vérité. Est-ce que la science est ce qui dévoile la vérité du réel ? Ça serait très lourd dit comme ça. D'abord, sait-on ce qu'est la vérité ? La vérité est-elle unique ? C'est une question terrible ça, parce qu'évidemment, il faut suivre la vérité. Il ne faut pas jouer avec la vérité. Il ne faut jamais relâcher l'exigence de vérité. On sait très bien que dans les domaines historiques, entre autres, entre beaucoup d'autres, relâcher l'exigence de vérité, c'est ouvrir la porte à l'horreur. Il faut lutter contre ça. Et en même temps, faire comme si on savait ce qu'est la vérité est très dangereux aussi, parce que c'est un fait, qu'on le veuille ou non. La vérité est incroyablement changeante en fonction de l'époque à laquelle on la considère. Vous voyez, en un sens, la vérité, c'est trop ou trop peu. C'est trop parce que l'essentiel des vérités sont triviales et ne nous intéressent pas. Mais c'est trop peu parce que qu'est-ce que la vérité dans une sonate de Beethoven, dans le vol d'une mouche ou dans un tableau de Klein ? Il y a des mondes dans lesquels le critère de vérité n'est pas le critère déterminant de pertinence. Donc il faut jouer avec ça, mais jouer avec prudence et avec nuance. Et pour finir, je vous ai dit déjà que Popper avait défini la science comme ce qui est réfutable, vous vous souvenez. Je le redis encore une dernière fois, je sais que je vous ai beaucoup pas agacé, mais enfin, j'espère pas agacé, mais j'ai beaucoup insisté là-dessus, je vous l'ai dit et redit, on ne prouve jamais rien en science. Donc s'il vous plaît, ODS, à l'examen, juste écrivez pas cette théorie est prouvée, ça c'est vraiment, c'est plus possible quand on est à la fac, quoi. Aucune théorie hors des mathématiques n'est prouvable en sciences de la nature. Ah, je vois des regards froncés, donc je vous redis quand même encore une fois pourquoi. Parce que pour prouver une théorie, il faudrait au moins réaliser l'infinité d'expériences qui la mettent à l'épreuve. Comment savez-vous par exemple que la théorie d'Einstein marche encore à l'autre bout de la galaxie ? Vous avez été la tester, vous ? Vous n'en savez rien, moi non plus. Donc il faudrait faire l'infinité d'expériences qui la met à l'épreuve, ce qui est évidemment impossible, et faire chaque expérience avec une précision infinie, ce qui est évidemment impossible. Donc aucune théorie scientifique n'est prouvable en sciences de la nature. Ça, c'est acté. Popper infléchit les choses en disant « oui, mais elles sont réfutables », c'est-à-dire qu'on peut montrer qu'elles sont en défaut. C'est mieux, c'est insuffisant. Pourquoi c'est insuffisant ? Parce que ça ne se passe pas comme ça en pratique. Par exemple, la relativité générale ne parvient pas à expliquer la rotation des galaxies.
Vous voulez expliquer la rotation des galaxies avec la théorie de Newton ou d'Einstein, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on dit? C'est faux? Bah non. On invente de la matière noire. Et ça a l'air d'être vrai. C'est pas simplement un échappatoire. Ça fonctionne. Quand une théorie ne marche pas, il y a toujours plusieurs manières de faire face à cette situation. On peut restreindre son champ d'application, on peut supposer qu'il y a de nouveaux objets, on peut remettre en cause l'expérience elle-même. Il y a toujours un continuum de réactions possibles à une inadéquation mesurée. Dernière chose avec la vérité. Quand on passe de Newton à Einstein, est-ce qu'on se rapproche de la vérité? Oui et non. Écoutez-moi bien, c'est important ça je crois, c'est vraiment important, c'est plus important que les calculs, vraiment. Oui et non. Pourquoi oui et non? D'un point de vue heuristique, heuristique ça veut dire pratique si vous voulez, concret, quand on fait des calculs, bien sûr qu'on se rapproche de la vérité. Si je calcule la trajectoire d'un corps céleste avec Newton, puis avec Einstein, je trouve un meilleur résultat avec Einstein. J'ai progressé, je suis plus près de la trajectoire réelle. Je peux dire que je me rapproche de la vérité. Mais d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire du point de vue non pas des calculs, mais du point de vue de la description du réel, je ne crois pas. Pourquoi je ne crois pas? Parce que vous avez compris que de Newton à Einstein, on a complètement changé de monde. Chez Newton, on a des forces dans un espace qui est donné. Chez Einstein, on n'a pas de force dans un espace qui est dynamique. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais le prochain changement de paradigme, c'est-à-dire la prochaine grande révolution, me proposera certainement une grammaire du réel qui n'aura à nouveau rien à voir, et ainsi de suite. Ça voudrait dire quoi, se rapprocher de la vérité, alors même que chaque nouveau modèle est infiniment distant du lointain et infiniment distant du suivant. Quand bien même la vérité ultime existerait, ce que je ne crois pas d'ailleurs, c'est un concept très naïf, mais j'en sais rien, vous non plus. Quand bien même donc cette vérité ultime existerait, nous en serions toujours infiniment loin. Ça ne veut rien dire qu'on s'en rapproche en termes ontologiques. Donc attention, il faut manier toutes ces choses, je crois, avec beaucoup de prudence. Et il me semble que ce qui fait la beauté de notre démarche scientifique, c'est quand même avant tout sa capacité à l'auto-remise en cause, son aisance à faire face aux doutes et sa conscience de sa propre temporalité. Nous n'énonçons pas de vérité éternelle. Alors certains, par rapport à ça, me disent « Mais alors pourquoi vous faites ce métier ?» Mais quand un chanteur chante, il ne chante pas pour l'éternité. C'est beau dans l'instant et ça suffit. De toute façon, nous allons tous mourir. Nous sommes situés dans le temps. Et moi, je ne cherche pas l'éternité. Je crois que ça n'ôte rien à la grâce de la démarche, qu'elle soit mortelle. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais au premier cours. C'est un peu choisir de jouer la sagesse espiègle de Montaigne et de Lucrèce contre les velléités totalisantes de Diderot ou des encyclopédistes. C'est ça le pari. Ou pas. Ou pas, à la fin, c'est pour dire, comme tout ce que je vous propose, ne le prenez pas pour argent comptant. Moi, je vais vous donner de la matière à faire douter. Voilà. Vous êtes tout à fait invités à n'être pas d'accord avec moi. Allez, on refait un peu de relativité avant de se quitter. Bon. Nous avons donc énoncé que l'intervalle allait changer eu égard à l'accélération qui est induite par le passage vers un référentiel inéquivalent. Et alors, je vais le réécrire, l'intervalle. Comment va-t-il s'écrire de la façon la plus générale ou générique possible? Il y a quand même une chose que vous ne pouvez pas changer, n'est-ce pas? C'est la dimension. C'est l'homogénéité, les unités, si vous voulez. L'intervalle, il est homogène au carré d'une distance. Bon, ça, j'y peux rien, donc je ne vais pas pouvoir faire apparaître des termes qui ont une autre dimension. Qu'est-ce que j'ai à disposition? J'ai le temps, la vitesse de la lumière et l'espace. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire la forme la plus générale possible, qui soit une forme quadratique des coordonnées. C'est-à-dire, je vais écrire que l'intervalle, je fais exprès de laisser des petits espaces là, c'est c fois delta t fois c fois delta t, ça c'est du homogène au carré d'une distance, plus c fois delta t fois delta x, je fais exprès de mettre des petits espaces, plus c fois delta t fois delta y,
plus C fois delta T fois delta Z, plus delta X fois C fois delta T, plus delta X fois delta X, plus delta X fois delta Y, plus delta Y fois delta Z, et ainsi de suite. Oui, pardon, c'est un X ici. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'écris là? Paniquez pas, hein. On ne va pas écrire de façon matricielle, etc. On va rester à des choses très élémentaires. Qu'est-ce que j'écris là? J'écris tous les produits de coordonnées possibles. C'est delta t fois c'est delta t, c'est delta t fois delta x, c'est delta t fois delta y, et ainsi de suite. J'écris tous les produits possibles. Pourquoi? Parce que ça, n'est-ce pas, ça va représenter la forme la plus générale que peut acquérir l'intervalle. Alors pourquoi j'ai laissé des petits espaces? Parce qu'en plus, il peut y avoir des nombres qui multiplient ça. Le nombre qui est là, je vais l'appeler G00. Le nombre qui est là, je vais l'appeler G01. Le nombre qui est là, je vais l'appeler G02. Celui-là, G03. Celui-là, je vais l'appeler G10. Celui-là, G11. Celui-là, G12. Celui-là, G13. Et ainsi de suite. Je vais voir apparaître 16 nombres que je représente par un tableau à 2 indices. Si je connais les 16 nombres G, je connais exactement ce qu'est l'intervalle. Cet objet, G, alors on note traditionnellement ces indices par les lettres grecques mu et nu, est ce qu'on appelle la métrique. La métrique est ce qui encode la structure géométrique de l'espace-temps. Si je connais G mu nu, c'est-à-dire les 16 nombres qui correspondent aux coefficients qu'il y a devant chacun des produits, je connais quoi? Le théorème de Pythagore généralisé. Je n'ai rien fait d'autre ici qu'écrire la généralisation la plus drastique, ou presque, qu'il m'est loisible de considérer sur cette variété différentielle avec des coefficients dont la connaissance me permet de capturer ce qu'est la géométrie de l'espace considéré. Cet objet-là est l'objet central de la relativité. Elle est ce qui me dit la forme de l'espace autour de nous. Essentiellement, la relativité générale consiste à trouver des métriques. Tiens, d'ailleurs, j'ai encore une anecdote à ce propos, qui est vraie, celle-là, j'en suis certain, parce que je la connais de première main. C'est toujours avec Feynman, qui allait à une conférence de relativité générale, enfin peu importe, il avait perdu l'adresse de la conférence, et il savait qu'il y avait 2000 participants, donc il s'est dit quand même, le chauffeur de taxi a dû déjà emmener des gens à la conférence. Il dit, je vais à une conférence, il y a d'autres gens qui doivent y aller. Le chauffeur de taxi dit, mais il y en a plein des conférences dans cette ville, je ne sais pas à laquelle vous allez, moi. Et Feynman lui dit, oh, des gens un peu bizarres qui disent, j'ai mu nu tout le temps. Et effectivement, il dit, ah oui, je me souviens, j'en ai déjà emmené quelques-uns. Donc, deux personnes qui font de la relativité, quand elles parlent ensemble, elles disent G mu nu toutes les 30 secondes. Parce que G mu nu, c'est la métrique c'est la géométrie, c'est l'objet fondamental de la relativité. Si vous connaissez ça, vous connaissez toute la structure de l'espace. D'accord? En fait, il n'y a pas vraiment 16 quantités, il n'y en a que 10 parce qu'elle est symétrique. Vous voyez que ici, j'ai dt fois dx, et ici, j'ai dx fois dt, ce qui est pareil. D'accord? Donc G01 égale G10, et ainsi de suite. Donc sur les 10 composantes, sur les 16 composantes, il n'y en a que 10 indépendantes. En réalité, un peu moins même d'ailleurs. Ça va? Bon. Première remarque. Imaginez que je veuille... J'ai un point ici, là j'ai le sol, puis j'ai un autre point ici, puis on a par exemple 5 mètres entre ces deux points, d'accord? On a 5 mètres entre ces deux points. Imaginez qu'on veuille prendre un ballon de foot qui part de là et qui va là. En gros, il va faire une courbe en cloche qui va ressembler à ça, quoi. À peu près. D'accord? Il va monter à 3-4 mètres de haut. Hein, je donne un coup de pied dans mon ballon de foot, il monte et il redescend. C'est très courbe. Et maintenant, je tire au fusil. Au fusil, ça va être quasi linéaire. Ma courbe, je vais devoir incliner mon fusil de quelques fractions de milliradians au-delà de l'horizontale. Donc la courbe, elle va faire comme ça. D'accord?
Évidemment, si je dirige mon fusil comme le ballon de foot, la balle, elle va retomber 5 km plus loin. Donc si je veux qu'elle retombe 5 mètres plus loin, vous voyez que le tir au fusil va faire une courbe qui est presque droite. C'est quand même paradoxal, non? Parce que qu'est-ce que j'énonce depuis tout à l'heure? J'énonce qu'en fait, il n'y a pas de champ gravitationnel, il y a une courbure de l'espace. Il y a une courbure de l'espace. Et que c'est ça qui dicte les trajectoires des corps, n'est-ce pas? C'est ça que je vous dis. La courbure dicte les trajectoires. Ben oui, mais ça ne marche pas, regardez. Là, je suis au même endroit. Et pour aller de ce point-là à ce point-là, j'ai une trajectoire qui est très courbe et j'ai une trajectoire qui est très peu courbe. C'est exactement pour cette raison que Riemann, qui était un bien meilleur mathématicien qu'Einstein, a échoué dans sa tentative de géométriser la gravité. Parce qu'il se disait, ça ne marche pas. Je ne peux pas dire que l'espace a une courbure donnée, puisque manifestement, ces deux trajectoires qui sont au même endroit n'ont pas la même courbure. Vous comprenez le paradoxe ou pas? Si tout est caractérisé par la courbure de l'espace, comment se peut-il que deux corps... Alors vous allez me dire, c'est parce qu'ils n'ont pas la même vitesse. Je sais bien que c'est ça la réponse. Mais ça ne résout pas le problème. Si vraiment l'espace a une certaine courbure, que vous alliez vite... Si vous marchez sur la Terre, que vous couriez ou que vous marchiez doucement, vous sentez bien la même courbure, n'est-ce pas? La Terre, elle est ronde. Que vous alliez vite ou doucement, vous avez la même courbure de la Terre. Donc oui, on comprend que la solution, c'est la vitesse. Mais ce n'est pas une solution, en fait. D'accord? Si vraiment l'espace est courbe, il devrait avoir la même courbure pour tout le monde. Donc il y a un souci. Et c'est à ce moment que vous comprenez pourquoi il était nécessaire que le père de la relativité générale fût aussi le père de la relativité restreinte. Parce que qu'a compris Einstein avec la relativité restreinte? Il a compris que l'espace était indéfectiblement lié au temps, ce que je vous disais la semaine dernière. Donc, en réalité, ce qui est courbe, ce n'est pas l'espace, c'est l'espace-temps. Seul l'espace-temps fait sens. C'est ce que nous avons martelé la dernière fois. Il n'y a aucun sens à distinguer l'espace du temps. Aucune théorie physique correcte ne peut traiter l'espace et le temps de façon inégale. Qu'est-ce que ça change? Tout. Regardez avec moi maintenant. Écoutez bien. Imaginons que orthogonalement au tableau, là je représente le temps. D'accord? Je n'ai pas besoin de la dimension orthogonale au tableau. Donc je reporte le temps sur un axe comme ça qui est orthogonal au tableau. D'accord? Qu'est-ce que ça change? La balle de fusil est très rapide pour aller de là à là, n'est-ce pas? Donc sur l'axe temps, elle va à peine se déplacer. Elle va mettre une microseconde. Donc sur l'axe temps, elle se déplace à peine. Mais le ballon de foot, lui, il est lent. Il met plusieurs secondes pour aller de là à là. D'accord? Donc sur l'axe temps, il va très loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette trajectoire qui est très courbe, je vais l'étirer sur l'axe temps. Et quand on fait proprement le calcul, on retrouve bien que dans l'espace-temps, ces deux trajectoires ont exactement la même courbure. La trajectoire qui semblait ici beaucoup plus courbe que l'autre va être tellement étirée sur la dimension temporelle que dans l'espace-temps, sa vraie courbure quadridimensionnelle est bien la même que la première. Voilà pourquoi, même en relativité générale, bien sûr, le lien de l'espace et du temps a un rôle absolument central. Ça va? Bon. Que faire avec ça? On vient de se donner l'armature conceptuelle, qu'en faire? Alors, à partir de maintenant, je vais être très qualitatif parce que ça deviendrait compliqué si on allait dans le détail. Donc je vais vraiment en rester aux idées pour que vous ayez simplement une sorte de panorama de ce qu'on peut faire dans ce contexte. Il y a essentiellement deux choses à faire. La première, qui est la plus compliquée en fait et donc sur laquelle je vais aller très vite, c'est trouver comment écrire la physique connue en espace-temps courbe. Alors je vais souvent dire maintenant en espace courbe, donc ça sera toujours un abus de langage pour référer à un espace-temps courbe, d'accord? À partir de maintenant, espace égale espace-temps, puisque l'espace seul n'a pas de sens. Presque. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des exceptions, hein. Par exemple en cosmologie, vous entendrez parfois dire que l'espace est plat, ou euclidien. Là, ce n'est pas l'espace-temps, c'est juste l'espace, donc c'est un peu compliqué. Bon, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Maintenant qu'on a compris que la gravité engendrait de la courbure,
la première question que l'on doit se poser est comment la physique que je croyais connaître jusqu'alors va-t-elle se réécrire dans l'espace-temps courbé par la présence de la masse? Je vous donne un exemple qui vous parle peut-être qu'à moitié, parce que certains d'entre vous ne l'ont pas vu. Les lois de propagation de la lumière. On appelle ça les équations de Maxwell. D'accord? Supposons, c'est peut-être pas le cas, supposons que vous connaissiez les équations de Maxwell. La question que vous vous poseriez maintenant est, oui mais attention dans cette pièce-là, parce qu'il y a la Terre, il y a de la courbure, donc comment se réécrivent les équations de Maxwell en tenant compte de la présence de la Terre? Et je voudrais juste vous montrer où est le problème. En physique, on passe notre temps à comparer des grandeurs mesurées en des points différents. Regardez, je mesure une certaine grandeur vectorielle ici. Puis un peu plus tard, cette grandeur vectorielle a évolué. Et je veux comparer ça et ça. Comment je fais? Je prends le vecteur qui est là, je le transporte parallèlement à lui-même au point de départ, et puis je regarde de combien ça a changé. D'habitude, je ne l'écris même pas tellement c'est évident. D'accord? Mais j'ai un vecteur ici, un vecteur là, et pour les comparer, je prends le second, je le transporte parallèlement au point de départ, et je regarde de combien il a varié par rapport au premier, et ça m'indique l'évolution qui a eu lieu. Ça, en espace euclidien, ça ne pose aucun problème. Mais je voudrais vous montrer maintenant qu'en espace courbe, ce n'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'en espace courbe, le chemin que je vais suivre pour comparer deux vecteurs va influer sur le résultat. Regardez avec moi. Imaginez qu'on ait la Terre ici, enfin une sphère, quoi, pas besoin que ce soit la Terre. J'ai le pôle nord, puis j'ai l'équateur qui est là, d'accord? Et je prends un vecteur au pôle nord, et je vais le déplacer parallèlement à lui-même sur un méridien. Alors évidemment, parallèlement en espace plat, ça serait comme ça, mais en espace courbe, parallèlement, ça veut dire aussi parallèlement que possible. Donc quand je vais descendre le long d'un méridien, comme ça, mon vecteur, que je parle du pôle nord, je descends, il va tourner. C'est le plus parallèle que je peux faire, d'accord? Puis j'arrive à l'équateur, je continue parallèlement, puis je remonte sur un autre méridien, toujours parallèlement, j'ai tourné. Au départ, j'étais comme ça, je me déplace parallèlement à moi-même, j'arrive là, je me déplace parallèlement, j'arrive là, je me déplace parallèlement, je retourne là, à la fin, j'ai tourné. Donc en espace courbe, c'est l'horreur. Parce qu'en espace courbe, si je pars d'un point, je me déplace parallèlement, je retourne au même point, l'état final n'est plus le même que l'état initial. On peut même montrer que l'angle de rotation est proportionnel à la courbure gaussienne de la surface multipliée par l'aire de la courbe sous-tendue. Mais peu importe. Donc, il va falloir trouver un nouveau moyen de comparer les grandeurs en physique. Et ça, ce que ça signifie, c'est qu'il va falloir redéfinir la dérivée. Et donc toute cette partie qui est assez technique, et dont je ne vous parle pas davantage, va consister à inventer un objet mathématique qu'on appelle la dérivée covariante. Je redis une dernière fois son sens physique, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est pas que ce soit un objet à 3 indices non tensoriel, c'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est la chose suivante. Je veux pouvoir comparer des grandeurs en des lieux différents, sachant que la présence de courbure rend la comparaison difficile. Donc j'invente un objet mathématique qui se nomme dérivée covariante et qui remplace la dérivée. D'accord ? Vous connaissez tous la dérivée. La dérivée covariante est la généralisation du concept de dérivée à un espace muni de courbure. Bon, ça c'est pas très intéressant, parce que je vous le dis, je vous dis pas comment on fait, donc finalement on n'a pas appris grand chose. Ce qui m'intéresse plus, c'est le point B que je veux nommer maintenant. Le point B, c'est quoi? Quelle est l'autre chose qui nous reste à faire? C'est comprendre ou trouver comment la masse crée la courbure. Donc je vais répondre à cette question en 5 minutes et on arrêtera là. Trouver comment la masse crée la courbure. Qu'est-ce que je veux dire? Soyons bien clairs, précis et nets pour une fois. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui décrivait complètement la géométrie d'un espace-temps, c'était sa métrique. Vous vous rappelez? La métrique, c'est l'ensemble des coefficients qu'il y a dans le théorème de Pythagore, généralisé, c'est-à-dire qui décrit la géométrie. Bon. La question est, comment trouver quelle est la métrique? Dans cette pièce-là, quelle est la métrique?
Pourquoi c'est important? Parce que figurez-vous que pour écrire la dérivée covariante, j'ai évidemment besoin de la métrique. Donc rien que pour répondre à la question A, j'ai besoin de la réponse à la question B, c'est-à-dire en gros, quelle est la courbure qui existe dans cet amphi, sachant que la Terre est sous nos pieds. Là, Einstein va faire des hypothèses. Et ça, c'est important aussi en termes épistémologiques, c'est-à-dire que parfois, naïvement, et ce n'est pas du tout un reproche, bien sûr, les étudiants, les jeunes physiciens, ont l'impression que la physique, c'est un lot de formules qui se déduisent mathématiquement de façon non ambiguë à partir de quelques hypothèses centrales. C'est complètement faux, d'accord? Ça ne se passe pas comme ça. Il y aurait énormément d'autres lois physiques possibles. À chaque étape, on fait des hypothèses. Le monde n'est pas nécessairement tel qu'il est. En tout cas, c'est ce qu'on croit aujourd'hui. Donc, Einstein va faire des hypothèses qui sont presque toutes récusables ou réfutables en doute, pour le dire comme Descartes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on garde essentiellement ces hypothèses? Parce que ça marche. C'est une validation a posteriori. Il y a une infinité de théories élégantes qui ne marchent pas. Bon, c'est bien pour les mathématiciens, les physiciens s'en foutent. Ça ne marche pas, ça ne décrit pas le monde réel. Je ne vous parle que des théories élégantes qui marchent. Comment sait-on qu'elles marchent? On ne le sait jamais a priori. On le sait a posteriori parce qu'il se trouve que ça fonctionne. D'accord? Donc, extrayez-vous du fantasme de la pure dérivation mathématique des lois du monde à partir d'un petit nombre de principes. Les biologistes, par exemple, le savent mieux que quiconque. L'évolution est contingente. Si on rejoint l'histoire de la Terre, évidemment, l'homme ne serait pas là. Ça résulte de processus totalement fragiles. Et c'est ça qui est beau. Si quelque chose n'avait pas heurté la Terre il y a 60 millions d'années, nous ne serions pas là. Et la probabilité que ça arrive était quasiment nulle. Donc il y a quelque chose d'improbable dans nos existences. Bien. Revenons à des choses plus terre à terre. Einstein va donc créer un objet mathématique, d'accord, qui est un peu comme la métrique, mais qui n'est pas exactement la métrique, et qui permet de décrire de façon adéquate la courbure de l'espace-temps. Description de la courbure avec un objet qu'on note G et qu'on appelle le tenseur d'Einstein. D'accord? On va décrire la courbure de l'espace-temps avec un objet qu'on note G et qu'on appelle le tenseur d'Einstein. Et puis, on va décrire le contenu de l'espace-temps, ce qu'il y a dedans, vous, moi, la Terre, avec un objet qu'on note T et qu'on appelle le tenseur énergie-impulsion. Donc on a deux objets mathématiques à définition, le tenseur d'Einstein qui décrit la courbure et le tenseur énergie-impulsion qui décrit le contenu. Peu importe à ce stade les définitions précises de ces objets. Vous ferez ça plus tard, ce n'est pas aujourd'hui ce qui m'importe. Ce que va faire Einstein, c'est supposer, c'est une hypothèse, que ces deux grandeurs mathématiques sont proportionnelles l'une à l'autre. J'ai plus de micro, c'est pas grave, j'ai de la voix. Je vais faire à l'ancienne. Ce que va faire Einstein, c'est supposer que ces deux grandeurs mathématiques sont proportionnelles l'une à l'autre, avec une constante de proportionnalité qui va être fixée de façon que on retrouve les lois de Newton quand il n'y a pas trop de gravité. Parce que quand même, en champ faible, les lois de Newton, ça marche pas mal. Et cette contrainte suffit à trouver la solution. Et je vous écris maintenant les plus belles équations de toute la physique. G égale 8pi G sur C4 fois T. Ce sont les équations d'Einstein. Le G qui est là, écrit en courbe, c'est la constante de Newton. D'accord? Et le C qui est là, c'est la vitesse de la lumière. Tenseur d'Einstein, tenseur énergie-impulsion. La partie gauche décrit la courbure de l'espace-temps. La partie droite décrit le contenu de l'espace-temps.
Je vous laisse noter et on prend 5 minutes encore pour extraire la quintessence de cette formule. Grand G égale 8 pi G sur C4 fois T. Le G qui est là n'est pas le même que celui-là, d'accord? Ça, c'est l'objet qui décrit la courbure. Ça, c'est juste la constante de Newton. D'accord? Bon, c'est la fin de l'heure. Enfin, c'est la fin de l'heure et demie. On est tous crevés, mais quand même, je vous demande 5 minutes d'attention soutenue. Parce que ça, c'est la quintessence de ce que j'ai à vous dire. La quintessence. 5e essence, hein, étymologiquement. La substantifique moelle, si vous préférez. Soyons rabelaisiens. Bon, allez, soyons sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Ça veut dire que vous voyez maintenant apparaître un lien encore plus fort que celui de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous disais, l'espace est lié au temps. Maintenant, c'est encore mieux. L'espace-temps, représenté ici par sa courbure, est lié au contenu. Là, je suis là. L'espace est légèrement courbé ici parce que je suis là. Ma présence influe sur l'espace. La Terre qui est sous nos pieds influe sur la courbure de l'espace-temps dans cette pièce. La Terre, c'est T, c'est le contenu. G, c'est quoi? C'est la courbure résultante ici autour de nous. Il y a un lien entre l'espace-temps et ce qui se trouve dans l'espace-temps. Et c'est maintenant que je vous dis le cœur du cœur de la relativité générale. Maintenant. Ce n'est pas la présence de courbure qui est essentielle, c'est même pas ça. Ce qui est essentiel, c'est la chose suivante. Avant Newton, le monde, c'était des champs d'électrons, champs de protons, avant Einstein, je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai peut-être dit avant Newton. Je voulais dire avant Einstein. Le monde, c'était des champs, disais-je. Des champs d'électrons, des champs de protons, tout ce que vous voulez, qui vivaient dans l'espace et le temps. Vous aviez d'une part les objets, les phénomènes, et d'autre part le contenu. Le contenant, c'est-à-dire l'espace et le temps. Le contenu et le contenant, les champs et l'espace-temps. Ce que fait Einstein, c'est unifier ces deux choses-là. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que disent ces équations? Qu'en fait, l'espace-temps, c'est-à-dire ce qui est là, n'est plus un contenu immuable. Ce que dit Einstein, c'est que l'espace-temps est lui-même une grandeur en évolution. Pour le dire simplement, l'espace-temps est un phénomène. Voilà, je jette cette craie, elle tombe, elle se brise. Eh bien, l'espace-temps, à l'instar de cette craie, est lui-même en évolution. Nous sommes en train de tomber autour du Soleil, autour du centre de la galaxie, autour de ce que vous voulez. L'espace-temps n'est qu'un champ dynamique comme les autres. Nous sommes des vaguelettes sur un raz-de-marée. Le raz-de-marée, c'est l'espace-temps, nous sommes les vaguelettes, mais il n'y a pas de différence fondamentale entre tout ça. C'est une unification radicale. Vous voyez, l'espace comme forme pure, a priori transcendantale de la sensibilité humaine, tel que les pensaient Newton et Kant, est radicalement déconstruit. L'espace-temps n'est rien d'autre que l'objet physique dynamique, solution de ces équations. D'un point de vue technique, c'est quoi ça? Ce n'est rien d'autre qu'un système d'équations différentielles qui permet de trouver la métrique. Mais ça serait dommage d'en rester au point de vue technique. Techniquement, ce n'est qu'un système d'équations différentielles non linéaires, donc cauchemardesques, mais qui en principe permettent de trouver la métrique, c'est-à-dire la géométrie. Mais c'est bien plus que ça, d'accord? C'est une unification conceptuelle entre le contenu et le contenant. Dernière chose. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de courbure autour de nous? Parce que G est petit et C est grand. C puissance 4 est très grand. Donc G divisé par C puissance 4 est extraordinairement petit. Ça veut dire ça, que l'espace-temps est un milieu rigide. Il n'est pas facile de courber l'espace-temps. Et c'est pour ça, et seulement pour ça, que dans la plupart des circonstances rencontrées, la courbure n'apparaît pas de façon simple, ou de façon évidente, mais elle est bel et bien présente. Et la semaine prochaine, je vous parlerai un peu des trous noirs, et là vous verrez qu'elle est très présente. J'écoute vos questions, si vous en avez. Oui. Pour revenir sur l'exemple de la Lune qui tourne autour de la Terre,
Vous avez dit que, contrairement à ce que disait Newton, elle ne tombe pas sur la Terre, elle va tout droit dans un espace qui est courbé par la Terre. Mais vous avez dit aussi que s'il vous plaît, les questions sont intéressantes et importantes. Hein. Oui. L'espace est courbé selon la masse de la Terre. Et à ce qu'on sache, la masse de la Terre ne bouge pas, ou pas tellement. Et pourtant, on sait aujourd'hui que la Lune s'éloigne de la Terre. C'est qu'il y a des choses que vous ne nous avez pas dites ou... Alors, il y a plusieurs choses dans ta question là, que je reprends pour qu'on l'entende dans la vidéo. Tu dis que la distance Terre-Lune change et pourtant la Terre ne bouge pas. La courbure autour de la Terre n'est pas censée bouger. D'accord. Sa masse ne change pas, pourtant la courbure, le trajet de la Lune s'éloigne. Alors, donc effectivement, c'est très bien que tu l'aies repris, parce qu'effectivement, quand tu avais dit la Terre ne bouge pas, c'était un peu gênant, parce que la Terre, en réalité, bouge extrêmement vite par rapport au centre de la galaxie, etc. Ce que tu voulais dire, c'est que sa structure ne bouge pas, et ça, en revanche, je suis essentiellement d'accord. Non, en fait, si tu veux, le point est simplement qu'en effet, alors, c'est un peu plus subtil que ça, mais si vraiment, ni la source du champ, ni la particule test bougeait, ne changeait, il n'y aurait presque pas d'évolution. Là encore, il faut dire presque, parce qu'un système binaire d'astres en couple, en corotation, va en réalité émettre des ondes gravitationnelles, ce qui fait que l'énergie va un peu varier. Mais ça ne va pas faire grandir la distance, ça va la faire rapetisser. Bon, la seule raison pour laquelle parfois, et c'est quand même des très petites variations, hein, mais parfois les distances entre les astres peuvent varier dans un sens ou dans l'autre, c'est uniquement parce que les conditions extérieures jouent un tout petit peu. Tu as des influences extérieures, tu as des très petites variations de masse, tu as des effets de marée, qui sont importants éventuellement entre les uns et les autres, voilà. Mais tout ça est sous contrôle et calculable, hein, bien sûr, et ça marche. Attends, juste avant, il y avait derrière, ouais. La quintessence, c'est la cinquième essence. Précisément, ça veut dire quoi, et c'est quoi les 4 autres alors? Bon, quintessence, c'est un mot qui a plusieurs origines sémantiques. En fait, là, je référais au fait que dans le cadre cosmologique, en ce moment, on observe une accélération de l'expansion de l'univers. On ne sait pas trop comment l'expliquer. Et pour l'expliquer, certains physiciens requièrent à ce qu'on appelle des champs de quintessence. Et dans ce cadre-là, ça veut dire qu'il y a 4 forces fondamentales, donc qui sont la gravité, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte, l'électromagnétisme, et qu'on fait appel à une 5e force. Voilà. Après, bien sûr, quant à l'origine historique du mot, c'est pas lié à ça, effectivement. Oui. Parle bien fort, ouais. Les corps déforment l'espace-temps. Les quoi? Les corps. Oui, les corps déforment l'espace-temps, oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Ces planètes n'ont pas la même masse, donc leur déformation de l'espace-temps est différente. Oui, absolument. Différente, pardon. Et qu'est-ce qui fait que finalement, ces planètes ont le même mouvement autour du Soleil? Alors, donc sa question est que, si j'ai bien compris, hein, que les planètes ont des masses différentes et que pourtant elles ont plus ou moins toutes la même trajectoire, le même type de trajectoire autour du Soleil. Comment ça se fait? Alors là, il faut être bien clair. Si tu veux, la masse des planètes est très petite devant celle du Soleil. Donc on peut considérer qu'essentiellement ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas confondre la source du champ et la particule test. Dans le mouvement que tu décris là, avec une très bonne approximation, tu peux considérer que le Soleil est ce qui courbe l'espace et que les planètes, ce sont des particules test dans l'espace courbé par le Soleil. Après, si tu voulais regarder par exemple le mouvement des satellites autour de Jupiter, là bien sûr, ça va être essentiellement Jupiter qui va être la source de la déformation et le satellite qui va être la masse test. Mais heureusement que les planètes ont tous la même trajectoire, c'est le principe d'équivalence. Les trajectoires ne dépendent pas de la masse. Ça serait quand même bien le comble qu'à la fin des fins, on retrouve que les trajectoires dépendent de la masse. Non, bien sûr, les planètes ont des masses différentes et elles ont les mêmes trajectoires, bien sûr, puisque c'est de la gravité. Mais le fait qu'elles aient des masses différentes veut dire qu'elles vont elles-mêmes engendrer une courbure différente. Mais ce n'est pas ça qu'elles ressentent. Elles, ce qu'elles ressentent, c'est la courbure engendrée par le Soleil. Oui. Alors, vous avez dit que la masse engendrait la courbure. En fait, il y a une question, les planètes décrivent des ellipses, et il y a un foyer, il va y avoir une grosse courbure au niveau d'un foyer, et ça va être le Soleil, mais qu'est-ce qui crée la grosse courbure, donc c'est-à-dire une grosse masse de l'autre côté.
Donc là, c'est une question essentiellement sur la structure des ellipses. Écoute, je ne vais pas répondre, d'abord parce que je n'ai pas de réponse simple. Si j'avais une réponse simple, je la donnerais. Mais en fait, c'est même pas vrai, ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a un phénomène, par exemple, qu'on a compris en relativité générale, qu'on appelle l'avance du périhélie de Mercure. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je n'ai pas oublié ta question, mais je fais une parenthèse intéressante. Parfois, il y a un désaccord entre les mesures et la théorie. Et dans le cas de la gravitation et du système solaire, c'est intéressant parce qu'on a eu deux réponses différentes. Dans un certain cas, comme l'avance du périhélie de Mercure, il y a eu désaccord entre la théorie de Newton et les mesures, et la solution est venue d'un changement de théorie. Avec Einstein, ça marche. Et d'autres fois, en particulier avec Uranus, il y avait aussi un désaccord, mais la solution est venue non pas d'un changement de théorie, mais de l'introduction d'un corps supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, en rajoutant une nouvelle planète au système solaire, on parvenait à rendre compte des mesures. Ce qui est un autre exemple du problème de la falsifiabilité poppérienne que j'évoquais tout à l'heure. Quand ça ne marche pas, c'est jamais facile de savoir si c'est la théorie qui est fausse ou si c'est parce qu'il y a des corps qu'on n'a pas vus. Je ferme cette parenthèse, je reviens à ta question. Et donc ceci me venait à l'esprit pour dire que même en fait ça, c'est pas vrai. Par exemple, quand on a une ellipse en théorie newtonienne, ça devrait être exactement reproductible d'un cycle à l'autre. C'est-à-dire que tu devrais avoir le foyer de l'ellipse, et puis la trajectoire, et puis ça fait toujours pareil. Et en fait, ce qu'on comprend en théorie einsteinienne, c'est que même ça, c'est pas vrai, et qu'en fait, l'ellipse, en plus, elle va précesser. C'est-à-dire qu'elle va tourner sur elle-même, parce qu'il n'y a pas synchronisme entre le temps que ça revient pour revenir au même endroit et le maximum de la vitesse. Ces deux choses sont légèrement désynchronisées en relativité générale. Donc en fait, là je crois qu'on ne peut se forger une image parfaitement intuitive que dans une certaine limite, quoi. Maintenant, pour revenir quand même à ta question qui est comment ça se fait qu'on retrouve beaucoup de courbures loin, regarde, même avec une parabole, c'est vrai, je jette ma craie, regarde. C'est bien le cas, non? Quand elle est loin de la Terre, ici, c'est là qu'elle a son point de rebroussement et qu'elle a la courbure la plus grande. Donc le fait que tu aies un point de grande courbure loin du foyer principal est aussi ce que tu retrouves dans une parabole. D'accord? Pourquoi? Parce que tu ralentis et d'un seul coup, paf, tu recommences à choir. Oui? Oui, peut-être derrière d'abord, je crois que c'est ce qu'il avait dit d'abord, hein, c'est pour ça. Oui? Tout à l'heure, vous avez expliqué que vous pouvez troquer par exemple la vitesse que vous avez la masse, de donner l'exemple des petites particules qui, quand elles sont en mouvement, la ralentissent, elles sont entrées dans le. Est-ce qu'on peut faire l'inverse? En se désintégrant un peu. Oui, tout à fait. Donc la question est-ce qu'il y a un processus inverse à la matérialisation ou à la création de particules par collision d'autres particules? Tout à fait. Donc le processus inverse, c'est exactement ce qu'on appelle une annihilation, par exemple. Donc si tu prends un proton et un antiproton et que tu les mets en présence, en effet, ce qui va se passer, c'est que tu vas en général perdre le proton et l'antiproton et tu vas créer dans l'état final des particules qui vont très vite. Donc tu vas essentiellement changer de l'énergie de masse, ton M, en énergie cinétique, donc en E. Donc oui, absolument, ça marche dans les deux sens. On peut créer et détruire des particules. Mais je veux dire, avec des particules, pas des antiparticules. Non. Non. Pour en créer, il faut une particule et une antiparticule, ou on peut créer de la matière avec deux particules? On peut créer de la matière avec deux particules. D'accord, on peut pas en détruire avec deux particules. Pas au sens que je viens de dire là. Oui, il y avait de quoi, je crois. Je vais dire, si je comprends bien, je pense que m'avait donné, c'est que si je suis en sulfite, par exemple, je tombe, je ne me sentirai pas. Donc il dit, si je suis en chute libre et que je tombe, je ne me sentirai pas. Oui, c'est exactement ça. En chute libre, on ne sent pas la gravité. C'est exactement l'expérience de pensée qui a conduit Einstein à faire tout ça. Quand on est dans un ascenseur, dont les câbles lâchent et dont les freins lâchent, ce qui n'arrive jamais, donc c'est une expérience de pensée qui certainement ne s'est jamais produite, mais si on est dans un ascenseur en chute libre, en effet, on ne sent plus la gravité. On est dans un système qui est totalement démuni de force. Ce stylo qui est en train de tomber en ce moment ne ressent aucune force pendant sa chute. Exactement. C'est exactement ça. C'est le référentiel de Lorentz. C'est dans ce référentiel-là que les lois de la relativité restreinte fonctionnent. Oui. C'est quoi qui nous empêche concrètement de concilier mécanique quantique et relativité générale? Donc là, c'est une bonne question d'anticipation. Donc la question est, qu'est-ce qui nous empêche de concilier mécanique quantique et relativité générale? Donc je vais en parler à la fin, mais je peux déjà quand même donner un élément de réponse puisque tu me poses la question. Il y a des réponses techniques, hein. Il y a des raisons mathématiques, en particulier en ce qui concerne la renormalisation et ce genre de choses. Mais au niveau le plus intuitif, je dirais que le problème central, c'est le temps. En relativité générale, le temps
est indiscernable de l'espace. C'est ce que je dis depuis le début, on doit le traiter comme de l'espace. En mécanique quantique, ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que quand tu auras fait un peu de mécanique quantique, tu verras que quand on fait ce qu'on appelle la quantification d'un système, on remplace x, la variable d'espace, par un opérateur, alors qu'on ne remplace pas t par un opérateur. Donc la physique quantique requiert en quelque sorte un temps extérieur, alors que la relativité l'interdit. C'est une des raisons parmi d'autres qui rend la conciliation difficile. Oui. S'il vous plaît. Alors, est-ce que ça veut dire que Newton avait tort et qu'il n'y a aucune force qui s'exerce sur la Lune? Donc, toujours pareil, hein, je commence par ma même rengaine épistémologique. Ce que j'énonce là n'est pas une vérité éternelle, d'accord? Mais si je regarde la meilleure théorie que nous avons à l'heure actuelle pour décrire la gravité, qui est la théorie d'Einstein, dans ce cadre-là et dans ces limites-là, la réponse est oui, Newton avait tort, il n'y a aucune force qui agit sur la Lune. D'accord ? La Lune est simplement en train d'avancer librement, mais dans un espace qui est courbé par la Terre. Voilà. Allez, dernière question. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre l'énergie noire et l'énergie négative? Est-ce qu'il y a une différence entre l'énergie noire et l'énergie négative? Réponse, il n'y a que des différences car ça n'a rien à voir. Non, j'en parlerai aussi un peu plus tard, donc je ne veux pas trop anticiper, mais peut-être pour que personne ne soit frustré. L'énergie noire, c'est le nom qu'on donne au fait que l'univers est en train d'accélérer, au moteur de cette accélération, et ce n'est pas du tout une énergie négative, elle est bel et bien positive et mesurable. Donc oui, c'est très différent. La fois dernière, tu m'as dit que... enfin, je vais poser une question cosmique. En fait, je suis allé voir, on m'a dit que l'inflation, c'était parce que... S'il vous plaît. L'expansion de l'univers, c'est fait à une vitesse supralumineuse. Est-ce que c'est possible? C'est pas contre nature? Ça, je crois que j'ai déjà un peu répondu à la question de savoir si l'expansion de l'univers s'est faite à une vitesse supraluminique. Il est impossible de dépasser localement la vitesse de la lumière. Si je mesure, j'ai un objet qui se déplace, je mesure le temps, je mesure la distance, je divise la distance par le temps, je ne peux pas trouver un truc plus grand que la vitesse de la lumière. Enfin, si je prends deux points qui sont à 20 milliards d'années-lumière l'un de l'autre, je regarde de combien varie la distance et je divise par le temps, je peux trouver quelque chose de plus grand que la lumière, bien sûr. Mais ça ne correspond pas à un mouvement local de matière. Donc cette vitesse-là n'a pas un sens physique clair et n'est pas bornée par la relativité restreinte. On en rediscute tranquillement si tu veux. Bonne soirée, à la semaine prochaine.